Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle saison qui débute sur Canal 10. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver dorénavant tous les mardis à partir de 20h30. Nous serons en direct télé, en direct Facebook. Entre nous, c'est l'opportunité, l'occasion de réunir autour de thématiques qui nous concernent des acteurs incontournables, des associations connues ou méconnues du public, des personnalités publiques, se rassembler pour mettre en lumière nos problématiques, parfois tabous, parfois sensibles. En tout cas, nous essayons de porter une réflexion, de mettre en avant des pistes d'action qui sont concrètes pour la population. Encore une fois, merci d'être au rendez-vous. Bienvenue, Prantimona 6e, ça se passe entre nous. Merci. Bonsoir à tous, je le rappelle, notre rendez-vous hebdomadaire, c'est désormais le mardi à partir de 20h30 où nous sommes réunis sur le plateau et nous parlons de sujets qui nous concernent, de thématiques sensibles, parfois même tabous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très délicat. En Guadeloupe, d'après une enquête récente dans les Outre-mer, 32% des femmes, 23% des hommes déclarent des faits de violence physique avant 18 ans. 9% des femmes et 2% seulement des hommes ont déclaré avoir subi de telles agressions dans le cercle familial et l'entourage proche. On parle d'inceste quand il s'agit de relations sexuelles prohibées entre parents très proches, entre pères, enfants, entre enfants d'une même fratrie ou encore entre grands-parents et petits-enfants. En tout cas, aujourd'hui, nous avons ce plaisir de recevoir autour du plateau des acteurs, des intervenants qui vont nous aider à comprendre l'inceste aux Antilles. Pourquoi ce tabou? Pourquoi ce fléau? Encore une fois, merci à nos invités. Ce n'est pas un sujet facile, on compte sur vous et surtout sur votre participation puisque cette émission est en direct. Vous pouvez à tout moment réagir en nous appelant au 0510 96 10 10 et en réagissant également sur les réseaux, en particulier sur Facebook puisque nous vous ferons un plaisir d'interagir avec vous puisque la blablateuse est avec nous. Un grand merci à la blablateuse et monsieur le parolier qui se joignent à nous pour cette nouvelle aventure, cette nouvelle édition entre nous. Merci d'être là. La blablateuse, ça va? Ben oui, je me sens bien ici. Ouais, très bien. Merci d'être avec nous. Monsieur le parolier, tout se passe bien depuis le mardi dernier, ça va? J'ai pas le choix, ouais, ça va. J'ai pas le choix. Attends, il faut comme s'y penser. Non, mais je rigole, mais en fait, on est entre nous, quoi, tranquille. Exactement. Et nous avons vraiment plaisir à avoir, comme on le disait, la gente masculine avec nous pour nous apporter ce regard d'homme sur les thématiques que nous allons aborder. J'ai la chance d'être ici, puisque ça me permet d'être assis près de... Magnifique femme, c'est ça? Il fallait que tu le dises. En tout cas, merci beaucoup pour cette bonne humeur. Apparemment, il y a des bugs sur le live, les gens le disent. D'accord. Faudrait essayer de voir. La technique, il y a quelques bugs. Il y a des bugs sur le live Facebook. Quoi. Ce sera réglé. Ce matin, il y avait des problèmes sur les réseaux. Ah ouais? Okay. On le disait, Madame Reine Amélie Marie-Paul Ugère qui est avec nous. Merci beaucoup. Merci. Il faut faire preuve de beaucoup de courage pour venir aujourd'hui témoigner. On le dit à visage découvert sur un sujet aussi délicat. Votre histoire, vous avez décidé d'en parler ouvertement et vous l'avez dit, vous voulez que le monde voie votre visage et entende votre histoire. Voilà, je veux que le monde me voie et entende mon histoire parce que je souffre. Et je souffrais toute ma vie jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort. C'est Dieu d'entendre, mais en tout cas, c'est votre histoire. Nous sommes prêtes aussi aujourd'hui à l'entendre. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai l'enfant à vie. Justement, on va en parler de cette particularité. À vos côtés, on vous a bien entouré, en tout cas on l'espère, pour nous aider en tout cas à avancer sur cette thématique. Madame Rosette Lizimac, qui est psychologue et qui est
bien aguerri, on va dire, sur ce sujet. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté. C'est un sujet qui est encore tabou hein, aux Antilles. Oui, mais ça se dévoile de plus en plus. De plus en plus. À vos côtés, maître Noémie Stéphanie Victoire. Merci beaucoup. Je me rappelle quand je vous ai appelé, vous avez tout de suite répondu présente. Vous nous disiez comment c'était important de parler des lois en vigueur, de la répression, quand il s'agit en tout cas d'inceste. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie de m'avoir invité. Et c'est vrai, comme vous le disiez, c'est important d'interpeller la population sur ce fléau parce qu'on sait qu'il y a de nombreux cas qui existent. Alors c'est vrai que c'est pas trop divulgué parce que même au niveau juridique, en général, pour protéger la parole de la victime, on demande souvent les huis clos. Et ben le souci, c'est qu'on n'entend pas parler de toutes ces affaires. Tout à fait. Mais il y en a énormément. Il y en a. Donc effectivement, d'où la raison d'être de votre émission, afin de justement de tirer les sonnettes d'alarme par rapport à ce fléau aux Antilles. Exactement, et savoir que faire dans ces situations. À vos côtés, Rachel Allison, qui est une artiste, maman, artiste engagée aussi, et qui, il y a de ça quelques temps, a sorti un son en featuring avec Meryl qui s'appelle Ma Petite et qui était avec des mots parfois très durs, mais qui avait pour but d'interpeller, c'est ça? D'interpeller, d'être un déclic, de déranger aussi. Exactement. Voilà. Exactement. C'est un peu ça aussi la mission d'un artiste, hein, même quand il s'agit de sujets délicats, on va le voir. Il faut du courage pour en parler. Oui. Et suite à ce son, tu l'as toi-même dit sur les réseaux, tu as eu beaucoup de retours. J'ai eu énormément de retours. Oui. J'étais pas préparée à ça. Tout à fait, je me rappelle que tu l'avais dit, mais on va également parler de ça parce qu'il faut parfois tout type d'acteurs pour sensibiliser et toucher en tout cas la population. Et parfois, ça passe par nos artistes engagés. Alors encore une fois, Rachel, merci beaucoup, merci à tout le monde d'être présent sur le plateau. Je vous encourage, vous, chers téléspectateurs, à participer avec nous. Si vous avez des questions, vous avez posé ici, chat là, nous font un petit tour régulièrement pour nous voir quelqu'un passé. Et puis n'hésitez pas aussi à nous appeler. Nous sommes de tout cœur avec Madame Ugère. Madame Ugère, oui. On sait que c'est un sujet délicat, on va y aller étape par étape. Alors, est-ce que vous nous racontez votre histoire? À quel âge ça a commencé? Et surtout, qui était auteur à ces faits-là, ça? Alors, en campagne créole, pas du problème. Ça a commencé là, l'âge de... Enfin, non, on a commencé bien. Bon, ma maman voulait me rester à grand-sœur, plus grand-sœur, moi, elle avait marié. Elle avait marié à l'époque. À l'âge de 7 ans. C'était pour moi être plus près de l'école là. Parce que ma maman était restée trop loin, et donc, il mettait moi à casser moi. Et de 7 ans jusqu'à 12 ans, tout le bitin était passé bien, pas de problème. Et c'est à 12 ans, mon frère m'a commencé à venir dès dehors, à toucher moi, à essayer, à te pousser. Comme si, c'est pas normal, à pousser. Parce que j'ai ici. Oui, il pas son monsieur qui pas jamais travaillé en vie. C'est ça, moi qui toujours travaille. C'est moi qui est institutrice, donc il a fait l'école. Et c'est pour ça que maman voulait moi là pour apprendre moi l'école. Parce que ma maman pas jamais à l'école. Voilà. Bon. Et alors, mon frère m'a commencé à toucher. Chaque fois qu'il a poussé, il a dit que ça pas normal. Et puis, ça restait. Bon, il est venu pas tout le temps en pédiatrie, peut-être une fois dans le mois. Au début, ça a été vraiment... Au début. Hein? Au début. Ça n'a pas été fréquent. Ça n'a pas été trop fréquent. Il était venu comme ça, mais chaque fois, il était venu, il était repoussé. Et puis, comme à casser en moi, c'est moi qui t'ai qu'à mettre ouvert. Enfin, elle était bonne là, quoi. Elle était bonne à casser en moi. Et personne pas tenu droit venir à casser en moi. C'était un côté fermé. Personne pas tenu là. C'était moi, c'est moi, Marie là, et c'était moi. Donc, voilà. Alors, un beau jour, on m'était couvert. Parce qu'on a fait manger en canal, on a fait tout le bitin. Et un beau-frère m'a venu à prison. Il commençait à mettre douette déjà moi, il commençait à mettre moi. Alors on poussait, on dit comme ça, laissez-moi que dis ça moi ça. Laissez-moi que dis ça. Et il tournait, comment tu as mettre couvert là? Tenir les assiettes, couteau, fourchette, cuillère. Il tournait, il prend le couteau là. Et il dit, moi souvent, dis ça, en cachouille. Il menaçait. En tête de 12 ans. En tête de 12 ans, à tout le monde.
des bras moins cassés. Et depuis, il continuait. Et des fois, il était qu'à mettre ce petit monde là, dehors là, ce balcon là. Et moi, il était qu'à aller, moi, il était qu'à mettre moi en chambre là. Aller pour chasser ce petit monde là. Mais ce petit monde là, il était qu'à violer, il était qu'à pousser, il était qu'à dire non, non, restez là. Il était qu'à mettre moi en chambre là, il était qu'à violer moi, aller pour chasser ce petit monde là. Et après, là, il finit de faire l'affaire, bon, il a laissé moi. Et laissez-moi rentrer, on a regardé moi en yeux comme ça. C'est moi, pas de café. Il faut y conduire, pas avoir, pas faire. Bon, il y a tenu deux cases, il y a tenu une case à Le Bray au Mornalo et une case à Chazot Mornalo. Donc, des fois, quand c'est pour aller à l'école, c'est plus près de Mornalo ou Le Bray. Et quand c'est Chazot, c'est les vacances, voilà. Et pendant les vacances, en deuxième case à Chazot, il était quand même une grande propriété. Il était capable de avec moi. C'est Timona, parce qu'il y a 8 Timona, c'est moi. C'est Timona qui a dit, papa, on veut aller avec toi. Il a dit, non, c'est moi là qu'on a regardé. Il a dit, pour moi. Mais c'est là qu'à chaîne même, moi. Il a parti avec moi tout seul. C'est moi là, il n'a pas dit rien. Il a mené moi en bas là, il a mis moi à terre là, il a couché avec moi. Un jour, il allait avec moi. Il tenait une chemise blanche, à long manche. Blanche. Il allait avec moi, il montait en l'ombre. Et puis, il mettait chemise là. Là, il mettait moi en l'air. Il couchait avec moi. Et en voici, il prend chemise là, il souillait moi bien, il pelotonnait, il descendait avec. En bas, il arrivait en Kazaï. En pas, j'ai voit chemise là, ça encore. Pas ça qu'il fait avec. Mais on l'a monté qu'a dit, les alentours, t'es qu'a dit qu'elles sont ici qui t'es qu'a fait mal, t'es qu'a fait saucier, t'es qu'a fait tout ça qui pas bon. Et en même t'es qu'a entendre, t'es petit monin qui t'es qu'a dit qu'elle était qu'a charmé. Alors on passe à qu'il fait moi. Excusez-moi. Allez-y, on vous écoute. En passant, quand il fait, moi, quand il pas fait, en passant, mais je t'ai dit qu'il a charmé le monde, qu'il a fait une bêtise, voilà, mais c'est un bandit. Et combien de temps ça a duré? De 12 ans à 16 ans. Et à 16 ans, tombe enceinte. En partie ça, en passant à l'école, et en cas son jour, en montant les tables comme ça, en mettant à sauter. Toutes ces tables comme ça. Maîtresse a crié, moi, il dit, moi, mademoiselle Lugéo, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais, en tout cas, ça ne tient pas bien, mais on pas savent que c'est enceinte. On pas même ça qui est enceinte. Et c'est enceinte, on est enceinte. Et en tout cas, fait plein de bêtises. C'est comme si on était dans son SOS, quoi. Et maintenant, c'est qu'à dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Asseyez-vous. Bon, en tout cas, descendre à cassiser. Et en cas de j'étais là, il y a un ami moi, qui fait l'école avec moi. Il dit, moi, là, on parlait de madame Bicep. Il changeait maîtresse là, ça, parce que c'est en famille, il était en Kazaï. Et il m'a changé bien que, en tout cas, faire l'eau des zones, en tout cas, montant l'étable, en tout cas, fait tout ça. Et il dit, moi, Eugène, en partie, savait que c'était ça. Alors, on a dit là, en cas de pourquoi tu as fait ça? Et oui, c'était ça, en tombant enceinte, et puis là, en tombant enceinte, à présent, il y a un cousin qui a dit, maman, que tout le monde a dit qu'il y a en ronde, voilà. Et maman descend, il vient chercher moi, donc il me dit... Et là, à l'époque là, ça, t'es déjà parlé au monde de ça, de situation? Non, mais pas de même ça. Pas de ça. Et quand on dit qu'on a cassé, moi, pas de pour monde de cabine là. Pas de personne. Maman, moi-même, pas de cabine, moi. De 7 ans à 16 ans, t'as cassé, moi. Maman, pas de cabine, rien. Et à une époque même, avant ça, c'est moi, pas rien à maman, moi. On ne peut pas dire problème avant, parce que bon, on tenait des problèmes avant. Pas ça, mais c'est moi, pas de rien vu à maman, et nous, nous, mais pourquoi, nous, pas de comprendre. Mais bon, ça a été le problème avant, on n'a pas de parler. Et jusqu'à laisser moi, c'est moi pour jamais demander moi, qu'arriver moi, ni parler pour moi. Il y a plusieurs reprises, il est venu rencontrer moi, parce qu'en Bouzé, ça, moi, il n'est pas qu'à vivre. Il n'est pas qu'à vivre. Animal. J'ai fait tout ça en paix. Toutes les émissions. Pour moi, voici qu'il n'y a pas qu'à vivre. En voyant 9 heures, moi, dit ça. Il n'est pas bien occupé.
neveu, j'ai dit ça à ma tante. Je lui ai dit que tu as besoin de la voir pour parler de ma soeur de vie. On parlait aussi pourquoi dans nos familles c'est aussi tabou. En tout cas, merci beaucoup Reine Amélie. Nous allons laisser au point de bonne souffrance. Nous allons laisser au point de bonne souffrance. En tout cas, ça c'est important. Madame Rosette Lézimac, beaucoup de souffrance. Oui. On le constate même des années après. Ça s'est passé, elle avait 12 ans. Aujourd'hui, elle a 64 ans. Comment on explique les répercussions, en tout cas, de ces actes sur les adultes? Alors, dans tous les cas de figure, le corps se souvient. Même si, au niveau psychique, on fait semblant de ne pas se souvenir ou qu'on est dans le déni, de toute façon, le corps se souvient et se souviendra toute sa vie. Donc, c'est bien pour ça qu'elle disait tout à l'heure qu'elle a encore des palpitations au cœur, parce que il n'y a pas eu de résolution. Je dis tout le temps, pour faire un deuil d'une situation, il faut avoir dépassé toutes les étapes de la colère, de la tristesse, etc. Elle est empêchée de faire le deuil de la situation parce que il y a des tas d'inconnus encore dans le cerveau qui font que ça fait bataille dans le cerveau, des conflits psychiques entre l'inconscient et la conscience, parce qu'elle a conscience qu'il y a quelque chose. Et souvent dans l'interdit de l'inceste se jouent des choses très graves entre la culpabilité et le remords et le regret, parce qu'elle est à la fois, petite fille, on se sent à la fois victime et bourreau. Parce que finalement, on sait qu'il y a quelque chose, et tous les enfants sont télépathes, même surtout l'inceste avant 12 ans, les enfants sont télépathes, ils sentent qu'il y a quelque chose qui se joue dans le rapport au corps qui n'est pas sain, mais l'enfant ne sait pas pouvoir dire exactement ce qu'il sait, mais il le sait. Et quand le pouvoir de l'adulte vis-à-vis de cet enfant fait qu'on se sent complètement démuni, d'où l'intérêt de se dire que alors, à la limite, il vaut mieux que je taise, puisque soit je dis, soit je meurs. Parce que il y a toujours, il faut parler de la particularité de l'abuseur, qui de toute façon est dans un processus de tellement grande faiblesse au niveau de son moi et au niveau de la reconnaissance, qu'il va utiliser son pouvoir sur un plus faible. Donc, évidemment, le plus faible, c'est celui sur lequel on va pouvoir exercer une domination. Très bien. On me dit que nous avons un appel, c'est sûrement une question. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Quel est le nom, s'il vous plaît? J'appelle de Trois-Rivières. Vous êtes, monsieur? Carl. Monsieur Carl, on vous écoute. Allez-y. Voilà. J'ai eu cette affaire avec mon frère et ma fille. Et mon frère, que je considérais, a abusé de ma gentillesse. Et comme moi, je travaillais beaucoup, ma fille ne me voyant pas beaucoup, suite à un divorce, et lui, il a profité de ça pour comment on appelle ça, un pouvoir sur elle. Et il a abusé de ma fille. C'est en métropole, là, c'est en train le procès doit se faire. Et le procès doit se faire, mais c'est pour viol. Atteinte pour viol. Et moi, je suis au Trois-Rivières, je suis M. Billy Carl. Alors, comment vous avez su? Est-ce que c'est votre fille qui a eu le courage de vous en parler? Non, elle m'a jamais parlé de ça. Et c'est-à-dire que, comme moi, je ne m'occupe pas trop d'elle. Et lui, il était très présent. Je pensais que, en tant que frère, ça n'avait pas de souci à ce niveau-là. Mes parents m'ont prévenu, mais je n'ai pas voulu croire. Ils m'ont dit, mais comment ça se fait qu'elle est toujours avec mon frère? Alors, moi, ce qui fait quand on me dit ça, j'ai dit non, c'est son oncle. Alors, même si elle est toujours avec son oncle, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai eu ça suite à son petit livre. Elle écrivait. Et c'était marqué, je suis sale, je veux me suicider. J'ai du sang partout. Alors, c'est là que j'ai commencé à ça. Je dis, est-ce que c'est pas le divorce que j'avais eu avec mon épouse
qui a été très choquée et qu'elle voulait toujours se suicider. Mais le diable était introduit dans ma maison et lui-même, quand ma fille me téléphonait à 12 ans, 13 ans, et à Paris, et lui-même me conduisait vers ma fille. Alors, ce qui faisait que je lui ai toujours fait confiance. Mais je n'ai jamais su ça. C'est suite à quelque chose que, comment on appelle ça, les psychologues, que ma fille a commencé à parler. Mais il avait une emprise sur ma fille, qui disait, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Et elle était sous cette emprise-là, elle pensait qu'elle lui faisait du mal. Alors de ce fait, ma fille n'a jamais voulu porter, elle a porté plainte, elle a retiré sa plainte plusieurs fois, ce qui fait que c'était très compliqué. Et moi, au départ, je ne voulais pas porter plainte, j'ai su ça, et j'avais très peur que je porte plainte pour que ma fille ne se suicide pas. Alors j'étais là, j'ai dit, c'est moi-même, je suis coupable de ça, puisque je n'ai pas osé porter plainte quand j'ai su ça. Et aujourd'hui, où vous en êtes, monsieur? C'est au tribunal. C'est au tribunal à Paris. Et comment vous vous sentez, vous? Eh bien, je me sens très révolté. Et c'est-à-dire, ce sont des choses qui se passent en Guadeloupe. Souvent, les familles ne veulent pas en parler. Tout à fait. Et ils ne veulent pas parler de ça. Alors, ça les gêne et le secret reste dans la famille. Exactement. En tout cas, nous sommes là aujourd'hui pour en parler. Ça demande beaucoup de courage. Merci beaucoup pour votre Merci, bonne journée, bonne soirée. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir. Madame Lysimac, on le voit encore, des contextes familiaux où la peur règne, le tabou, même lorsque certains parents ou certains proches ont connaissance. Madame Ugère le disait, elle a l'impression qu'on savait, mais cette omerta, comment on peut l'expliquer ça? Alors, dans le témoignage qu'a fait monsieur, il y a beaucoup de choses. Et je pense que dans un premier temps, il est très important de pouvoir diversifier ce qu'on entend par l'inceste et le climat incestueux. Parce que beaucoup de personnes n'ont jamais dénoncé qu'ils avaient été victimes d'inceste parce que les gens confondent le climat incestuel avec la pénétration. Le passage à l'acte, c'est une partie de la relation incestueuse. Mais tout le climat incestueux qui fait que à ce moment-là, la famille va avoir des conduites pathologiques et déviantes, éducatives déviantes, par exemple le tonton, et dans la psychopathologie du comportement de l'abuseur, souvent, il a une fonction maternante beaucoup plus importante que la mère de l'abusé. Donc, à ce moment-là, quand vous disiez tout à l'heure charmeur, alors moi je ne crois pas à l'histoire de mal, mais je veux dire, à ce moment-là, la personne se montre sous un charme que la personne n'a pas. Elle a besoin d'être rassurée. Elle habitait chez sa sœur. À ce moment-là, la petite fille a besoin d'être rassurée. Dans un premier temps, c'est très facile de pouvoir jouer de cette séduction parce que on a besoin d'être entendu. Et dans le climat incestueux qui fait que absolument énormément de gens ne vont jamais dévoiler, en plus de 40 ans, j'ai tellement vu de patientes me dire je pense que peut-être qu'il y aurait eu quelque chose. C'est quand je parle de toutes les pathologies au niveau psychique et au niveau physique que je ressens et que je leur dis est-ce que par exemple vous auriez été abusé, et que les gens disent mais je ne suis pas tout à fait sûre parce que les gens partent du principe que par méconnaissance ou bien par tabou, comme on n'a pas dit, il n'y a pas eu pénétration, il n'y a pas eu d'acte sexuel. Donc, à quel moment on peut déjà parler de climat incestueux? Alors, le climat incestueux, c'est toutes les situations où la famille, papa et maman, vont avoir des conduites éducatives déviantes, vont faire par exemple de l'exhibitionnisme, vont avoir une relation sexuelle devant leur enfant, ou vont parler de la sexualité librement, vont s'exhiber devant l'enfant et l'adolescent leur sexualité, ou vont se promener alors qu'ils ont une érection, ou alors déjà beaucoup plus tôt au niveau de la toute petite fille, quand on va avoir la petite fille est déjà en âge de se laver et qu'on va utiliser sous le couvert de soins, laver les organes génitaux de la petite fille.
ou bien à ce moment-là se retrouver dans une situation où on va parler à l'adolescent ou à l'adolescente par le toucher et par le regard, avec des yeux lubriques, etc. Mais j'ai le droit de toucher tes seins, j'ai le droit de toucher tes fesses, et de toute façon, qu'est-ce que c'est? C'est pas grave. Eh bien, effectivement, il faut que tu connaisses ce que c'est. À ce moment-là, les parents. Et tout ça, c'est de l'inceste qui vont générer une tellement grosse souffrance que la personne va être dans un déni de son corps et va faire véritablement une scission. C'est véritablement ce qu'on appelle la fracture psychique entre le corps et la tête. Et c'est ça qui va laisser des répercussions dans le corps pendant des années. Madame Mujol a dit... Oui. Là, mais tu n'as pas comprendre. Oui, dis-nous. Je dis comme ça que les papas là qui lavaient Simounaï, c'est déjà l'inceste, les qui lavaient Fiaï. C'est déjà clean. Alors, nous sommes en train de parler de déviance. Je dis, les déviances, c'est quand la petite fille, elle sait qu'elle est en âge de pouvoir se laver et qu'elle a envie de se laver et que le père incestueux va utiliser sous le couvert de soins d'hygiène, va avoir des attouchements avec sa petite fille et qui vont être reconnus, parce qu'il ne faut pas se raconter des blagues. De toute façon, un papa qui va laver sa petite fille et un papa qui insiste sur les organes génitaux, il y a un moment donné, je dis, bon, comme quand ma voisine disait, elle sentait et elle ressentait que c'était pas normal. Et quand les petites filles vont dire, on m'a touché là, etc., on m'a touché ici, on m'a caressé, de toute façon, toutes les zones érogènes sont très sensibles. Et le sexe est une zone érogène. Dans tous les cas de figure, quand on va utiliser cette zone érogène à d'autres soins que de laver, une maman qui lave son enfant et qui de toute façon va laver et qui va lui montrer comment se lave, et un papa qui va insister sur cette zone érogène, évidemment, il y a quelque chose qui va rester dans le cerveau, qui va faire que lorsqu'elle va comprendre ce que c'est que la sexualité, ça va réactiver des émotions et des traumas qui auront été enregistrés. Si je peux me permettre. Il y a aussi des mamans qui insistent, il n'y a pas que des papas. Oui, bien sûr. Les mamans qui... C'est pas que chez les hommes, il y a aussi chez les femmes. Soyons clairs. Il faut quand même définir ce que c'est que l'inceste. L'inceste, ce n'est pas l'interdit. On associe souvent l'inceste à l'interdit. C'est une loi universelle. C'est... Tout parent ne doit pas avoir une relation sexuelle avec son enfant. Que ce soit le papa, alors... Après plus de 40 ans de ce métier, j'ai autant vu de papas qui étaient en relation incestueuse que de mamans. Hein. Et c'est universel. Mais c'est pas pour vous que je dis ça, je parle aussi pour les Oui, non, mais je profite de ce que vous êtes en train de dire pour pouvoir le signifier. Tout à fait. Oui, Rachel. Je voulais dire, en tant que parent, c'est vrai qu'à un moment, en tant que jeune parent surtout, à un moment donné, on se pose la question de à quel moment je vais la laisser faire. Et finalement, ça vient naturellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la petite est en capacité de le faire, et même quand elle le fait toute seule, elle le fait pas forcément, enfin je dis elle parce que j'ai une fille, elle le fait pas forcément très bien toute seule, donc il y a encore ce réflexe de lui montrer comment, mais à un moment donné, elle prend le relais et ça devient naturel et automatique. Exactement. C'est vrai qu'il faut peut-être se poser des questions quand l'âge monte et que si un parent insiste à ce niveau-là. Après, tout est une question de communication, parce que chacun a sa sensibilité. Si vous pouvez trouver une petite fille qui va trouver ça quelque chose d'agréable, alors qu'une autre petite fille va se sentir une répulsion. Et c'est là qu'il faut entendre ce que l'autre dit. Et quand, par exemple, un papa va dire à sa fille, t'as des beaux seins ou t'es jolie, moi j'ai des tas de patientes qui me disent, qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui me disent, je supporte pas qu'on me dise que je sois jolie. Parce que finalement, ça réactive dans le cerveau. C'est peut-être parce que j'étais jolie que la personne a utilisé mon corps comme un morceau de viande. Et donc, après, c'est toutes les répercussions psychopathologiques qui vont rester dans le corps et dans la mémoire du corps. Exactement. Maître Stéphanie Victoire, on le dit, l'auteur de ces violences incestueuses est le plus souvent un oncle. Le plus souvent, hein. Monsieur Héros, ça c'est là. 45% des cas d'inceste contre 27% pour un père. Toutefois, en ne considérant que les femmes ayant vécu avec un beau-père durant leur enfance et leur adolescence, celui-ci devient le principal auteur des agressions sexuelles incestueuses. Vous qui avez déjà traité ce type de cas, y a-t-il un profil? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce sont les oncles, les beaux-pères, les papas? Quel est le profil de finalement les femmes, les mères de ces mères? C'est vrai que dans la plupart des affaires que j'ai pu
à voir, nous avons un profil de père ou de beau-père, mais pas que. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des tantes, et c'est pour ça qu'il ne faut pas, en tout cas, il ne faut pas s'enfermer dans un cliché, parce que c'est comme ça justement qu'on passe à côté d'un certain nombre d'éléments qui donnent des indices sur ce qui peut se passer sur certains enfants. Donc, juste une chose, parce qu'effectivement, le témoignage très poignant de Madame Ugère montre un certain nombre d'éléments qu'on retrouve dans des dossiers. C'est-à-dire que souvent, quand on a des victimes d'inceste, notamment quand elles sont mineures, on a souvent affaire à des enfants qui sont isolés. Elle a dit encore le cercle familial. Isolés dans le cercle familial, pas parce que les parents négligeraient l'enfant, mais c'est de par sa personnalité, peut-être parce qu'il est timide, peut-être parce qu'il est introverti, du fait de ce qu'il vit, eh bien il est souvent isolé, il n'a pas la possibilité d'exprimer ce qu'il, en tout cas, vit. Et puis, je souhaiterais aussi préciser les choses, et en faisant un parallèle avec l'aspect juridique, au niveau incestueux, il y a différentes qualifications. Il y a des atteintes, il y a des agressions sexuelles et il y a des viols. Et la particularité de ces différentes qualifications juridiques, c'est le degré des faits sur les victimes. Ah, pourquoi est-ce si important, le degré des faits? C'est important parce que viol, pas viol, c'est ça, parce qu'il y a différents types de circonstances, et en fonction des qualifications, vous avez une orientation du dossier soit vers le tribunal correctionnel, soit vers la cour d'assises quand c'est criminalisé. Et quand c'est criminalisé, c'est un viol. Et quand ce sont des agressions sexuelles ou des atteintes sexuelles, c'est orienté vers le tribunal correctionnel. Alors, il y a un élément important au niveau juridique, c'est que vous avez tout l'aspect du viol et de l'agression sexuelle, où on considère qu'il y a un rapport sexuel dans un contexte particulier de contrainte morale, de violence, de surprise, de menace. Donc, dans ce contexte-là, vous avez la victime, effectivement, qui peut d'abord vivre des faits, c'est ce qu'on appelait avant des attouchements, c'est ce que décrivait Madame Ugère. C'est-à-dire qu'au début, ça commence par des petites papouilles, par un amusement. C'est toujours un peu le même mode opératoire. Oui, parce que, voilà, quelquefois, l'enfant se sent rassuré parce que c'est un oncle, parce que c'est son papa ou son beau-père avec qui on est en confiance, et qui vous met en confiance. Donc vous jouez avec, et vous percevez en fait les petites papouilles comme un amusement. Et au fur et à mesure, ça progresse vers les zones érogènes, les zones sexuelles, mais sans qu'il y ait pénétration. Parce que c'est important de dire, même si je rentre dans le détail, mais à partir du moment où il y a pénétration sexuelle, acte de pénétration, quel que soit le contexte, pas seulement avec le sexe, mais également avec un objet, parce qu'il y a des personnes qui font des confusions. Ils ont l'impression que parce qu'il n'y a pas d'acte de pénétration sexuée avec leur sexe, c'est pas un viol. Non. Ça peut être, à partir du moment où il y a pénétration sexuelle sur la victime avec un objet ou autre chose, c'est considéré comme un viol. Donc là, vous le dites, on entend bien aussi bien les victimes que les auteurs. Les auteurs, et ça, effectivement, c'est quelque chose à bien définir, parce que ça peut être même entre personnes de même famille ou bien d'âge un petit peu similaire. Ils peuvent considérer que comme c'est pas, entre guillemets, avec leurs organes, et c'est pas considéré comme un viol. Eh bien non. Donc tout cela pour vous dire qu'il faut la contrainte, et la contrainte, elle est définie juridiquement par le fait qu'il y ait une différence d'âge entre la victime et l'auteur. Et c'est considéré comme étant incestueux à partir du moment où ces actes-là que j'ai décrits sont faits par des personnes, des ascendants, mais aussi des neveux, des cousins, des personnes assez proches, le cercle familial proche. Donc, ce qui, en fait, définit l'inceste, c'est tout ça. Inceste, ça peut être uniquement une atteinte, donc pas seulement le fait d'un viol et de pénétration, mais aussi par le fait qu'il n'y ait pas encore de rapport sexuel, et même dans le cas de rapport consenti, parce que ça peut arriver. C'est un tabou, mais ça peut arriver entre personnes de même famille, que ce soit consenti. Mais au niveau juridique, c'est considéré comme étant incestueux. C'est quand même considéré comme étant incestueux. Voilà. Donc c'est tout ça pour vous dire qu'il y a des cadres, des circonstances particulières mais très vastes qui font qu'on se retrouve dans des situations d'inceste, mais qui sont qualifiées juridiquement différentes en fonction du contexte du dossier. En tout cas, peu importe le contexte, on appelle en tout cas les victimes à se faire connaître. Oui, parce que l'idée aussi, c'est qu'elles aient le temps
de faire connaître ce qu'elles ont vécu pour qu'il y ait des effets juridiques. Alors, quand parce vous parlez que justement, parce que c'est un peu ce qui a été décrit par Madame Gère, et j'entends sa souffrance aussi. C'est parce que quand la victime ne dévoile pas suffisamment tôt ce qu'elle a vécu, il peut y avoir prescription de l'affaire. Combien de Et prescription. Alors justement, quand il s'agit d'un viol, alors ça a évolué, c'est-à-dire que maintenant, elle peut dénoncer les faits après sa majorité, et elle a un délai de 30 ans maintenant. Parce que ça a été rallongé au niveau de la loi qui a évolué, elle peut justement préciser, elle a un délai de prescription plus long pour indiquer les faits dont elle a été victime. Avant, c'était combien de temps? Alors, c'était beaucoup plus court, c'était 10 ans, donc ça a évolué. 10 ans. Voilà, Oui, c'était évolué. C'était 10 ans. Passé de 10 à 30. Voilà, donc ça a permis d'évoluer. Moi, pourquoi j'ai parlé trop chaos comme ça, et c'est parce que mes parents m'empêchaient de parler. Ça. Et c'est quand je suis partie de chez mes parents, je suis allée chez moi et j'ai vu une émission à la télé sur, c'était RFO à ce moment-là. C'était un père qui violait ses 3 filles. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, comment moi je ne peux pas parler? C'est comme ça que j'ai été portée plainte contre lui. Et quand j'ai porté plainte, on m'a répondu. Vous avez quel âge? Tu avais quel âge? 35 ans. 35 ans quand tu as porté plainte pour la première fois? 35 ans. Ok. En 1993. Le 19 mai 1993, j'ai porté plainte contre lui. Et le tribunal m'a répondu, enfin la justice m'a répondu qu'il y avait prescription, parce que c'était 10 ans, enfin tout le train. Et donc, mais que je pouvais, demander des dommages et intérêts, prendre un avocat et demander des dommages et intérêts. Et c'est ce que j'ai fait, parce qu'on m'a dit qu'il était trop tard sur le plan pénal, mais que sur le plan civil, que je pouvais agir. Donc j'ai été voir un avocat. Et je lui ai payé et je lui ai dit, et il m'a dit de faire une demande, parce que je lui ai dit je ne travaille pas, je n'ai rien. Il m'a dit de faire une demande d'aide juridictionnelle. J'ai eu l'aide à 100% par l'État, mais l'avocat n'a rien fait. On vous dit qu'il n'a rien fait? Il n'a rien fait pendant toute l'année. J'allais chez lui, il avait 2 secrétaires. Tout le temps j'allais, je disais, maître, qu'est-ce que vous faites? Rien. Je suis restée 2 ans, comme ça. À monter après lui, il ne faisait rien. Alors, qu'est-ce qui est possible de faire dans le cas précis Pourtant, je pourrais avoir des dommages et intérêts. Et je n'ai rien eu. Alors, c'est vrai qu'il y a tout plusieurs perdu. cas à voir. Et effectivement, dans ce dossier-là, c'est un peu particulier parce qu'il faudrait voir dans quel contexte ça s'est passé. En tout cas, quand il y a le délai. Surtout le délai. Ce qui est important par rapport aux victimes, qu'elles entendent qu'il faut essayer. Alors, c'est pas évident parce qu'il y a... Souvent, ces victimes, comme je vous disais, elles sont isolées, elles se culpabilisent, mais elles ont peur de créer, entre guillemets, un séisme dans la famille. Et souvent, vous avez ça parce qu'elles sont petites quand ça leur arrive, et il y a la pression aussi de l'auteur qui disent que si jamais tu le dis, eh bien on va devoir se séparer, maman, et tes petits frères, ils seront placés, et tes petits frères, ils seront plus avec toi. Donc il y a une peur de l'enfant qui fait, voilà, c'est de la manipulation tout à fait, qui fait qu'elle prend beaucoup de temps parce que il y a une peur qui est inscrite par l'auteur et qui l'angoisse et qui augmente ses angoisses. Donc elle est petite comme elle est, souvent c'est ça. Ils sont partagés entre la souffrance qu'ils vivent et celle qu'ils peuvent imposer à leur famille. À toute la famille et à leur fratrie. Et l'idée, c'est qu'elles puissent porter plainte le plus rapidement possible quand elles se sentent sécurisées. Donc madame disait effectivement quand elle est partie chez elle, parce que elles ont des éléments et elles peuvent essayer de trouver des moyens de preuve. Parce que c'est important. Alors justement, les preuves... Je vous attends. Alors justement, les preuves, c'est la cohérence de vos déclarations. Ah, on pense parce que dans le problème d'inceste, évidemment, il n'y a jamais de témoin. Ben oui, parce que l'auteur, il s'arrange pour que ce soit fait sans qu'il y ait des témoins. Donc l'idée, c'est que les propos de la victime soient cohérents par rapport aux circonstances qu'elle décrit. Et cette cohérence, on peut la voir quand on n'est pas trop éloigné, entre guillemets, par rapport aux faits qui ont été réalisés. L'idée, c'est ça. Hein. Après, on fait comme on peut. Madame Hugère. Oui, j'allais dire quelque chose. Oui. Moi, le tribunal m'avait dit que j'avais une preuve, c'était mon fils. Ah ben oui, puisque vous avez payé un enfant.
J'ai eu l'enfant. Ouais. Et j'avais une question pour vous. C'est quand vous êtes tombée enceinte que vous vous êtes décidée à parler. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous en avez parlé à votre famille? Quand je suis tombée enceinte, là, je dis, ma mère est venue me chercher, et parce que ma mère m'a dit, quand vous m'avez dit que j'étais ronde et tout ça, donc ma mère est partie avec moi de chez ma soeur. Mais je pense qu'ils ont dû parler à ma famille, ma mère, ma soeur et mon beau-frère. Parce que tout ça est resté fermé, je suis restée chez ma mère. Et plus donc personne n'a mis de mots dessus. Voilà. Plus rien, L'enfant l'enfant est là, on voit le papa. Mais personne ne dit rien. Tout le monde a fermé la bouche et jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire aucun membre de ma famille, j'en ai, c'est les UGO, j'en ai de la famille, mais personne ne dit rien. Personne ne parle, ni tante, ni tonton, ni frère, ni cousin, ni marraine, ni personne. On va revenir sur ça avec Madame Lizimac tout à l'heure pour parler de ce tabou de ces familles qui décident de se taire au détriment de la souffrance des enfants. On me dit que nous avons un appel. Merci pour vos réactions. Oui, allô, bonsoir. Alors, il ne faut pas hésiter à couper télé, radio, comme ça, il n'y a pas d'interférence. Allô, allô. Oui. Oui, bonsoir. N'hésitez pas à couper télé, radio pour éviter les interférences, pardon. Oui, vous nous appelez d'où? Quel est le prénom, s'il vous plaît? Alors, moi, en Cacri, de Guadeloupe. Oui. Donc, en Cacri, de Guadeloupe, et en vrai émission là, et on te bien voulu bailler un témoignage. Nous qu'à écouter. D'accord. Eh bien, moi, en c'est Guadeloupéen, et en bien content tomber assis en émission qui a parlé d'inceste. Oui, dis-nous pour qui bitin ça Et en fait, moi, actuellement, on sont adultes. Mais tout ça, on a parlé de là, moi, passé par là. Moi, passé par là, et j'en dis jour, en cas essayer de soigner moi. Là, en petit, moi, parler de ça. Mais c'est éducateur, pas ça, peut-être que pas assez spécialisé pour tant que c'était vérité en tout cas dit. Ça passe en jugement, mais en vrai que moi, personnellement, pour moi, pas vraiment en charge. Donc, comment que Jacques a grandi en foyer, on continue de grandir en foyer. Parce que maman m'a placé, moi, parce qu'on était figué, lorsque Bougla, t'es qu'à faire, c'est qu'à t'épiter là, t'es qu'à faire 6 mois. Ça n'a pas commencé en seul coup, ça a commencé par des caresses, ensuite ça a commencé par toucher le sexe, et ensuite ça s'est continué jusqu'au viol, la pénétration. Et cela pendant des années. Aujourd'hui, moi, je vis en Guadeloupe. Je suis adulte. Je suis homosexuel. J'assume mon homosexualité. Parce que je me suis toujours dit, avant que ça n'arrive, avant que je ne parte en France, parce que ça s'est passé en France, j'ai grandi en Guadeloupe jusqu'à l'âge de 7 ans. Avant que je parte en France, je savais que j'avais une orientation qui était différente des autres enfants. Parce que les autres enfants me le faisaient remarquer. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal avec ce monsieur. Mais je ne pouvais pas en parler parce qu'il était très violent. Il battait ma maman, il me battait. On me mettait nu dans les caves, dans une cave nue. Je ne sais pas si vous connaissez les maisons en France, dans les grandes campagnes. C'est vraiment des caves brutes pour me punir. On me mettait tout nu dans une cave à terre brute et je restais toute la nuit. Et le matin, je devais aller à l'école. Donc, quand je me relevais, j'étais complètement frigorifié. Donc, tout ça, ça laisse des traces quand vous êtes adulte. Aujourd'hui, j'en ai parlé à des psychiatres. J'en ai parlé à des psychologues. J'ai été en psychiatrie. Je leur ai expliqué. C'est eux qui m'ont aidé à mettre un mot sur ce que j'ai vécu. C'est un traumatisme. Voilà, je suis actuellement MDPH, ça veut dire que je prends un traitement. Je ne peux pas travailler parce que j'ai des ententes de voix, j'ai des hallucinations auditives, j'ai des troubles mentaux. Mais j'essaie quand même de tenir sans les médicaments, essayer de me contrôler, essayer de faire que les voix que j'entends fasse partie de moi, parce que je sais que c'est mon esprit par rapport à mon traumatisme que j'ai vécu qui produit cela. Ce que je voudrais vous dire aussi, quand on devient adulte,
et qu'on révèle ces histoires qui sont très difficiles à des psychiatres. Il faut que les psychiatres puissent faire en sorte que cette personne puisse être suivie, faire une thérapie. Ce n'est pas seulement prendre les médicaments, mais aussi que la personne, que cette victime puisse avoir une thérapie, parce que c'est très difficile actuellement en Guadeloupe, et c'est mon cas, d'avoir une thérapie. Voilà, donc c'est le témoignage que je voulais laisser ce soir. Et s'il y a des jeunes qui ont vécu ça et qui sont devenus adultes, il faut en parler. Il ne faut pas garder cela pour soi. Moi, je suis en paix avec la Guadeloupe, parce que ce n'est pas mon père qui m'a fait ça, c'est mon beau-père qui était blanc. Et dans ma famille même, je n'ai jamais ressenti cela. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu plus calme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais oui. Voilà. Donc je suis très content que vous ayez fait cette émission ce soir. Et s'il vous plaît, donnez la possibilité aux personnes adultes qui ont vécu cela d'avoir une thérapie. C'est très important. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre témoignage. On a un témoignage très poignant d'un homme en plus. Madame Ugère, à plusieurs reprises, vous avez hoché la tête. Oui. Quand il parlait de médicaments, de thérapie aussi. Voilà, je dis une chose, c'est que j'ai été suivie. Quand ça m'est arrivé, j'ai dû voir mon médecin. Bon, il m'a envoyé voir un psychologue et un psychiatre. Et je suis suivie. Ça fait plus de 30 ans que je prends que des médicaments. Et les médicaments, c'est dans quel but? On va en venir pour me faire dormir, pour m'endormir, pour me casser. Et je dors la journée, je dors la nuit, je dors... Voilà. Mais depuis 30 ans, j'ai eu que des médicaments. Justement, ce que le monsieur vient de dire là, je me dis qu'aucun des psychologues, ni les psychiatres, ne m'ont pas conseillé de faire plus. Parce que je sens que c'est ma tête qui n'est pas bien. Pourquoi? Je prends que des médicaments. Il y a un moment où j'ai dit à un psychiatre que je ne voulais plus prendre les médicaments. Ça faisait 2 ans que je devais prendre les médicaments. Je lui ai dit que je n'en peux plus. Et j'avais arrêté, et après, il m'a fait recommencer. Bon, mais il y a 30 ans, je n'ai rien de plus que des médicaments. Madame Lizima, vous l'entendez ça, les victimes qui parlent de finalement les médicaments je sens qu'il faut plus. Voilà, endorment peut-être, qui aident à peut-être supporter la souffrance au quotidien, mais derrière, à tous les psychologues, on est d'accord, mais derrière, on parle de manque de thérapie, manque d'accompagnement avec dans la durée. Soyons clairs, il faut faire une toute petite rectification. Allez-y. Le médecin psychiatre va vous donner des médicaments, mais le psychologue ne donne pas de médicaments. Il fait un travail sur la libération de la parole. Oui. Alors, peut-être que vous n'avez pas été bien entendu par les psychologues que vous avez rencontrés, mais le travail de thérapie se permet de libérer la parole pour que la personne soit reconnue. Déjà, pouvoir en parler, c'est de se sentir reconnu. Reconnu en tant que victime. En tant que personne, tout simplement. Parce que quand on a été victime d'abus sexuels ou d'inceste, la personne, il y a un effondrement de l'identité. Et quand les personnes ne peuvent pas en parler à leurs parents, ça veut dire que j'ai perdu complètement mon identité. J'étais l'enfant de madame telle, de monsieur tel. Là, maintenant, je ne suis plus rien. Parce que le rôle des parents qui est là de rassurer, il y a plus de réassurance. Et quand madame Ugère disait que toute la famille, à la limite, s'est mobilisée contre elle. Et c'est ça qui fait la difficulté de la libération de la parole, parce que la personne a déjà vécu une mort psychique. Et en plus, si elle en parle, elle risque de vivre une deuxième mort psychique. Donc, c'est un conflit intrapsychique qui fait qu'on se dit, à la limite, c'est un ratio. Est-ce que ça vaut le coup d'en parler et que peut-être qu'un jour je serai reconnue, ou est-ce qu'il vaut mieux me taire parce que la souffrance que j'ai déjà est tellement infernale que de toute façon, ça va être quelque chose de pas possible à vivre. Cependant, je suis de toute façon aussi spécialisée dans le décodage biologique. Et je me dis, dans tous les cas de figure, le travail des médicaments, c'est de venir sédater le problème momentanément. Mais si on fait la différence entre un trauma et un traumatisme,
Un trauma, c'est quelque chose que vous avez vécu dans votre corps. Quand Fiona est passée, tout le monde a vécu un trauma. C'est quelque chose, une épreuve physique. Le traumatisme, c'est la trace mnésique de ce que ça va laisser dans le cerveau qui va faire que chaque fois que le cerveau va réactiver une situation qui ressemble de près ou de loin à ce qu'on a fait, comme nous sommes pensés par nos organes, elle dit bien « mon cœur ». Alors, mon cœur, c'est le siège des émotions. Donc, toutes les fois où il y a quelque chose qui va répercuter cette situation, c'est le cœur qui va prendre. Les médicaments vont sédater le problème momentanément, mais c'est la libération de la parole qui va permettre à la personne d'être reconnue. Donc, le travail, justement, que fait Madame Lugère, le monsieur qui vient de nous appeler, en libérant la parole, ils le disent, on a envie de se faire entendre, on a envie d'être reconnu. Ça, c'est important. D'être reconnu. L'être humain a besoin d'être reconnu. Et au moment de cette situation, la personne a l'impression de ne pas exister. On fait un déni d'elle et de son corps et de son intimité. Donc, elle a dit au début de l'émission, elle est une survivante parce que c'est pas une personne vivante, c'est une personne bien dans sa tête, son cœur et son corps. Tandis que là, c'est comme si on a fait une scission. On a utilisé le corps comme un objet et la personne s'est trouvée à l'extérieur de son corps. Voilà pourquoi on trouve malheureusement des personnes qui ont une vie sexuelle après délabrée et qu'on dit, mais on comprend pas. Elle dit qu'elle a été victime d'inceste et pourtant, parce que il se passe quelque chose, quand je parle du traumatisme et de la fraction psychique, c'est comme si après, la personne se désolidarisait de son corps. Elle va avoir un plaisir, c'est comme si elle donnait son corps, mais elle n'est pas là, elle est absente, elle est morte psychiquement. Et il n'y a pas de place pour le vrai plaisir, puisque le plaisir sexuel est reconnu à ce moment-là comme un déplaisir. Exactement. Puisque c'est à cause de ça que finalement, de ce soi-disant plaisir, que de toute façon, je souffre autant. Alors, la personne qui a témoigné aussi, et Madame Lugère, on le comprend bien, on parle de troubles mentaux aussi. Ce sont des symptômes que l'on retrouve chez l'adulte. Les troubles mentaux, il a dit que parfois, il a l'impression qu'il change de personnalité. Oui, mais parce que ce qui se passe, notre corps et notre tête vont ensemble. Tous les deux fonctionnent. Alors, quand on parle du premier cerveau là, et du deuxième cerveau, les deux vont ensemble. Donc, quand le corps a été utilisé comme un objet, la tête va réagir et le cerveau est là pour nous protéger. Et dans tous les cas de figure, il va garder. Le cerveau humain n'est pas habilité à oublier. Donc, à partir du moment où on a des troubles mentaux, on a des troubles physiques. À partir du moment où on a des troubles physiques, ça s'associe. Et c'est pour ça qu'il faut libérer la parole pour permettre à notre énergie psychique de fonctionner normalement. Voilà, encore la libération de la parole est très importante et d'ailleurs c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Nous allons faire une courte page de publicité et ensuite nous reviendrons avec nos invités qui seront présents sur le plateau pour parler de la deuxième partie, parce qu'on parle de reconstruction, comment c'est nécessaire, la reconstruction pour les victimes et surtout quelles actions qu'on peut mettre en place pour cette reconstruction et surtout la sensibilisation, en parler autour de soi. On l'a dit, libérer la parole, c'est important. Comment en parler, comment sensibiliser le plus grand nombre de personnes à ce sujet. Restez avec nous. Nous revoici en direct télé, puisqu'on me fait savoir que le Facebook bloque actuellement. Donc nous ne sommes malheureusement pas en live Facebook, mais on est en direct télé. Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette émission sur le sujet l'inceste aux Antilles. Nos invités sont toujours présents sur le plateau. Madame Lugère qui est pleine de courage, en tout cas nous fait part de son histoire qui est vraiment bouleversante. À ses côtés, maître Stéphanie Victoire, qui nous accompagne en tout cas à comprendre comment la loi peut intervenir aux côtés des victimes. Et Madame Lizima, qui est psychologue et qui nous aide à comprendre les répercussions sur les victimes. Rachel Allison, qui est avec nous, qui va intervenir en deuxième partie, c'est maintenant, sur la sensibilisation, avec un son à succès, on peut le dire, Ma Petite, qui a eu un impact en tout cas sur la communauté, qui a un petit peu libéré la parole. On le parlait en première partie d'émission. Donc avant de passer à la rubrique Coudier, Rachel, jusque-là, comment tu te sens et surtout, la première question, pourquoi le titre Ma Petite? Alors, il nous a semblé important avec Meryl de porter un message. Donc,
déjà, pour parler d'étape par étape, suite à une émission à succès sur l'Hexagone, j'ai invité Meryl à contribuer à mon projet, qui se nomme Si j'étais Pierre. Et donc, l'heure est arrivée de discuter de, bon voilà, on va parler de quoi? On s'est rencontrés, on a discuté, et elle me faisait savoir que la veille, elle avait une conversation avec des amis, et elles se sont rendues compte que toutes, à des degrés plus ou moins graves, avaient eu une expérience un peu particulière avec un homme de la famille ou proche de la famille. Et donc, moi-même, en me racontant différentes histoires, moi aussi, je lui en ai raconté qu'effectivement, étant petite, je me suis déjà retrouvée dans un contexte où j'étais mal à l'aise avec un homme, pas forcément de la famille, mais voilà, ce rapport un peu petite fille, adulte, où il y a quelque chose de bizarre qui se passe, mais on ne sait pas vraiment comment réagir, on n'en parle pas parce que ça met mal à l'aise, et on ne sait pas vraiment comment on est censé réagir par rapport à ça. Et puis finalement, pour des petites histoires anodines, hein, à mon niveau, je n'ai rien eu de grave, mais ça m'a quand même fait faire des cauchemars pendant un moment. Il y avait un monsieur, quand on allait à l'école à pied, qui essayait de nous attraper par le bras, il me disait « Viens manger à la maison ». Et je faisais des cauchemars de ce monsieur qui essayait à chaque fois de nous attraper par le bras. Enfin bref. Ça commence déjà comme ça, on l'a dit. Hein. Voilà. Et donc voilà, on s'est dit qu'il était important d'aborder le sujet parce qu'on est très consciente que c'est un sujet extrêmement tabou aux Antilles. Moi, je l'explique par le fait qu'on vit sur des petites îles et qu'on est très... on est très soucieux du regard des autres. C'est ça, tu penses, hein? Le regard des autres, le regard sur la famille. Voilà, exactement. Et donc, on va avoir tendance à faire taire une victime et à protéger le coupable pour ne pas porter la honte sur la famille, pour ne pas que les autres parlent de nous, pour ne pas être mal vus, etc. Et on s'est dit qu'il y a des enfants qui ont besoin d'entendre ça. Il y a des enfants qui ont besoin d'entendre ça. Peut-être qu'il y a des enfants actuellement victimes. Peut-être que c'est sur le point d'arriver. Peut-être qu'il y a des... On ne sait pas. Il y a peut-être des adultes qui ont traversé ça et qui ont besoin de se sentir soutenus par des artistes qu'ils écoutent, qu'ils apprécient, etc. Mais quand le titre est sorti, ça a été... j'étais pas prête. Et j'étais pas prête, j'avais pas les épaules pour ça. Tu l'as dit sur les réseaux, hein. Quand tu dis que tu n'avais pas les épaules sur ça, et puis après on va revenir, tu as reçu une vague de témoignages de personnes qui ont saisi un peu cette chanson comme une bouée de sauvetage. Ouais, c'est ça? C'est ça. Pour prendre un témoignage en particulier, j'ai une femme qui m'a envoyé des messages sur les réseaux qui me disait « Rachel, je veux vous parler, juste à vous. J'ai besoin de parler, mais à vous. » Et donc c'est vrai que j'avais eu beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes qui me sollicitaient et mon équipe m'avait conseillé de peut-être pas franchir. Ça. Comment tu gères ça? Bon, alors du coup, je l'ai quand même fait. Et donc j'ai eu cette discussion avec cette maman qui me disait, bon voilà, moi je suis passée par là. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand votre titre est sorti, j'en ai parlé à mes enfants. Et je suis choquée, mes enfants m'ont fait des révélations. Donc j'ai saisi l'occasion de ce titre-là pour aborder le sujet, pour vraiment essayer de quadriller un peu, pour ne pas qu'ils passent par là. Et j'ai découvert qu'en fait, ils étaient passés par là. Par un couple d'amis proches, en fait, qui allait souvent... elle envoyait ses enfants très régulièrement en vacances chez des amis proches. Et ça se passait dans ce contexte-là. Et donc voilà. Et donc là, je ne prends qu'un seul exemple, mais j'ai eu vraiment énormément de témoignages. Et jusqu'à présent, quand je chante ce titre sur scène, je ressens la gêne du public. Vraiment, les gens ne savent pas comment réagir. Voilà, il y a une poignée de gens qui sont fans et qui chantent et tout, mais les autres me regardent et s'interrogent. Et c'est vrai que... Pourquoi je chante ça là maintenant? C'est ça, voilà. Tu sens que le son dérange. Il dérange, mais c'est pas... Enfin, je ne m'arrêterai pas pour autant de le chanter. Je ne m'arrêterai pas. Et souvent, ça arrive, et j'ai même envie de dire à chaque fois que je chante ce titre et que je descends de la scène, j'ai quelqu'un qui vient me dire « Je suis passée par là ». Mais que ce soit des gens du public, que ce soit des gens du milieu, enfin, j'ai vraiment systématiquement des personnes qui viennent me dire « Je suis passée par là ». Et c'est quand même choquant de se rendre compte qu'il y a tant de personnes, vraiment,
C'est ça, il y a beaucoup de personnes. Proches et moins proches, mais vraiment, il y a énormément de personnes. J'ai l'impression que peut-être 7 personnes sur 10 qu'on côtoie, peut-être que j'exagère, hein, mais de la manière dont je l'ai perçu, je m'attendais pas à autant. Ouais, c'est ça. Autant de retombées. Ouais. Très bien, merci en tout cas Rachel. On va faire un petit tour du côté de la blablateuse avec la rubrique Koudié. On part de quel côté cette fois-ci? On va au Cameroun. On va au Cameroun avec la rubrique Koudié. Restez avec nous. Coupez-leur le zizi, c'est le titre d'un livre évocateur qui est sorti en 2020, qui a été écrit par Félix Mbetbo, jeune auteur, éditeur, blogueur, influenceur web camerounais. Et on voit, ne serait-ce qu'à travers le titre, on ressent son style cru, provocateur, qui est teinté d'un peu, il a utilisé le terme zizi, c'est fait exprès, très évocateur comme je le disais. Et ce livre est un recueil de témoignages donc de survivantes de viol, donc de survivantes camerounaises. Je vais un peu resituer le contexte pour qu'on sache un peu comment ça se passe là-bas et malheureusement comment ce fléau est impressionnant. Donc au Cameroun, il faut savoir selon l'UNICEF que 60% de filles et femmes de 15 à 19 ans ont déjà été victimes en fait, de violences sexuelles ou d'inceste. C'est énorme. Il y en a 40% d'entre elles à peu près qui n'en ont jamais parlé à personne. Sachant que la majorité de ces violences en plus ont lieu dans le cadre familial, bien évidemment. Et je pense même que ces chiffres, on peut même augmenter. Voilà, c'est une estimation, mais on peut aller à la montée, je pense. Donc c'est un mal qui gangrène la société camerounaise et même les pays africains en général. Donc on voit que c'est pas seulement Guadeloupe, on le constate bien. Et ce livre fait justement c'est l'état des lieux de ce fléau. Donc, et Félix Mbetbo a voulu vraiment le faire en tant qu'homme. Il a ressenti le besoin de le faire. C'est une compilation de récits véridiques, durs. Ils sont poignants, authentiques, racontés donc. Et même par écrit, il a cherché à recueillir les témoignages écrits, vraiment. Donc, il y a aussi cet acte de poser les mots sur les mots MAUX. C'est encore une autre étape, ça, par écrit. Donc, des victimes de viol elles-mêmes. Et ce livre révèle 2 constats accablants. On en a déjà parlé en plus. Cette fameuse loi de l'Omerta et également la culture du viol qui est donc partagée par pas mal de personnes. Donc, qu'est-ce qu'on entend un peu par loi de l'Omerta? L'auteur décrit cela comme étant le silence qui est l'unique refuge des victimes de viol, notamment au Cameroun. Il y a une telle négation aussi de la parole des victimes. Et puis cette culture du viol qui nourrit justement l'application de cette fameuse loi de l'Omerta aussi. Pourquoi? Parce qu'on se dit que voilà, cette culture du viol représente les idées reçues selon lesquelles le viol n'existerait pas en fait. Que voilà, ce serait quelque chose que la victime a inventé, que non, elle arrive, c'est pas possible, ça n'existe pas du tout. Donc toutes ces problématiques trouvent en partie une explication également au Cameroun, en tout cas, dans les us et coutumes quand même, parce qu'il faut savoir que, on voit qu'il y a des rapprochements même avec ici, le cercle familial est protégé envers et contre tout. On a honte de parler. On a honte de parler de peur que cela souille la famille. On ne veut pas. Ça, c'est clair. Il y a aussi ce fameux sexisme ambiant et une banalisation des violences sur les femmes là-bas. C'est impressionnant. L'auteur le dit lui-même. J'ai trouvé ça fort en tant qu'homme. Il avoue il le dit, il le cite. Lorsqu'un garçon naît au Cameroun, on lui fait comprendre qu'il a le droit d'utiliser la femme comme une chose, comme un objet, comme un animal. Si une fille dit non, c'est une manière de dire oui, en fait. Et donc, il faut insister. Soit par la ruse ou par la force, lui-même le dit, il avoue. Là, je rappelle que ce livre a été écrit en 2020. Donc, j'ose bien imaginer que ça continue encore aujourd'hui. On a aussi le système judiciaire, trop laxiste. Là-bas, c'est encore pire. Il est pourri, le système, par la corruption. On a des procédures qui sont décourageantes, ne serait-ce qu'une chose. Là-bas, on demande, pour instruire une affaire, que les femmes présentent un certificat médical, s'il vous plaît. Alors qu'on sait très bien comment l'accès aux soins là-bas est déjà compliqué pour la plupart des femmes. Donc clairement, là, on retire déjà une bonne partie qui n'y ont pas justement dénoncé. On a aussi le nombre, tout au long de la procédure, le nombre d'insultes, c'est un parcours du combattant pour qu'elles aillent jusqu'au bout.
elles se font insulter. C'est impressionnant. On ne les croit pas. Donc, on comprend pourquoi également le titre, notamment de cette œuvre, Coupez-leur le zizi, est devenu même un slogan pour des activistes actuels contre le viol. Vous pouvez le retrouver, qui circule sous les réseaux sociaux et tout ça. Et pour moi, un livre comme celui-ci, il aide tous à prendre conscience du problème et à trouver les voies et les moyens d'y remédier si on cherche vraiment à le faire, ce qui est sûr. Et cela aide aussi à y faire face. Félix Mbetbo fait partie de cette nouvelle génération d'hommes africains qui cherchent à déconstruire ces fléaux sexuels en éduquant, justement, pour lutter contre ce phénomène massif qui a des conséquences graves sur la santé physique, sur la santé mentale. Et il cherche à travers ce projet à ce que dans ce pays, on arrête de violer en silence. Parce que c'est dans ce silence que les victimes se meurent, en fait. Donc c'est vraiment ce qu'il a voulu exprimer. Je conseille à toutes les personnes qui sont sensibles à cette cause de lire ce livre, parce que je pense qu'il pourra sûrement peut-être libérer la parole aussi. C'est l'un des moyens qui est pour moi intéressant. Donc vous pouvez retrouver des informations sur ces réseaux sociaux, Félix Mbetbo, M-B-E-T-B-O, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Vous pouvez retrouver l'information aussi, comment se procurer le livre et pouvoir peut-être que cela éveille votre conscience aussi sur ce qui se passe. On peut penser que c'est loin, que c'est au Cameroun, mais en fait, c'est pas si loin que ça nous concerne aussi. Bien sûr, on le voit aujourd'hui avec les invités sur le plateau. Merci beaucoup. Rachel, lorsque les personnes, tu as dit, toutes personnes confondues, grands, compétis, Kavin, Oboa, tu as cette capacité d'écoute, d'accord, oui. Mais comment après est-ce que tu rediriges vers des associations? Comment après parce que c'est une ouverture, tu as ouvert une porte, oui. Les gens arrivent, ils se sentent appelés par le son. Comment tu fais après? Bien sûr, on s'est au préalable renseigné sur les différentes associations, même sous le clip, dans la description du clip. Tout à fait, j'ai vu ça avec le nom des sites, très bien. Voilà, donc c'était important de délivrer ce message, mais derrière de pouvoir, dans la mesure du possible, rediriger les personnes qui en avaient besoin. Mais c'est vrai que voilà, le premier objectif était d'être ce déclic-là. Et tu sens que ça a été bien accueilli en tout cas. Je sens que ça a été bien accueilli et cette maman qui a tenu à me joindre et à m'en parler directement, elle l'a fait pour que je prenne aussi conscience que mon titre était important. Exactement. Voilà. Et je l'en remercie. Et tu continues à le dire sur le réseau, utilisez ce titre que nous allons écouter tout à l'heure en fin d'émission. Utilisez ce titre pour initier la parole, c'est ça, pour initier la parole de la famille, avec les enfants, parlez-en. Que ce soit moins tabou. Ça a été aussi l'occasion pour moi d'expliquer certaines choses à ma fille. Je me suis servi de ce titre-là pour lui expliquer les paroles, lui dire à quel moment il fallait qu'elle à quel moment elle était en danger, à quel moment elle était en sécurité et quelles limites, voilà, le rapport avec l'adulte, la confiance, etc. Parce que les enfants ont ce réflexe de faire confiance facilement aux adultes. Et vraiment lui faire prendre conscience qu'il y a des adultes tous les adultes ne sont pas bienveillants. Voilà. En d'autres cas, vous savez, il y a des familles, des papas et des mamans qui savent que ça va passer bien et qui malheureusement peut justement trouver dans l'entourage et qu'il y a des manquants que ça dévira à l'entourage. Faisons certains. Écoutez bien, sans cas d'autres, faisons certaines éducations aux autres. À partir du moment où on a certaines éducations et qu'on a plusieurs personnes ou qu'on a une comportation à eux, souvent il y a qui est différent des autres, il faut poser des questions. Souvent il y a une fille et il a trouvé qu'il n'y a pas ni pour maladie en l'air même, mais il faut y faire l'hôpital, il a tombé, il y a des comportations qui ont changé. Si on a fait et ça va même aussi par exemple pas nettoyer les chamailles et ces chamailles et sale volontairement toujours à côté des musiques qui a fait la peine toujours en fait il y a des signes. Voilà, c'est ça que si on a trouvé dans les gens qui a sorti en lumière là pour entrer en nous, il faut être attentif à tout ça et surtout faut pas oublier que si on a
Ça qui a fait peur, c'est qu'ils n'ont pas fait confiance. Il faut leur faire confiance. Et les qui disent comme ça, c'est un tel, il ne faut pas hésiter, il faut faire si monde la confiance. Parce que bien souvent, plus souvent que rarement, il y a l'entour nous. Il y a bien placé pour dire ça. Voilà. Ça nous permet de rebondir. Très beau message, j'entends venant d'un homme encore si fort. Madame Lizimat, est-ce qu'il y a des signes alertants? Là où son parent, Rachel le disait, c'est l'occasion d'en parler avec l'enfant. Mais est-ce qu'il y a des signes alertants? Est-ce qu'il nous débite un parent peut être attentif et les voilà qu'on a dit sortir en lumière, sortir en noir? Est-ce qu'il y a des signes finalement alertants? De toute façon, toutes les situations où l'enfant a un comportement différent de celui qu'il avait quelque temps avant est à prendre en considération, que ce soit pour l'inceste, mais que ce soit pour autre chose. Et là, de toute façon, le corps va parler, et c'est un message. Un enfant ne va pas... Justement, je dis, avant 4 ans, toute conversation entre un enfant et un parent est de l'ordre affectif. L'enfant va utiliser son corps et son comportement pour dire quelque chose. Et si le parent est attentif, alors, il faut qu'on soit réaliste. Quand un enfant sent qu'il est en mesure de pouvoir dire à son parent, parce que ça fait tellement longtemps que je travaille là-dessus, quand un enfant sent qu'il est en mesure de dire à son parent et que le parent va le reconnaître, l'enfant le dit. Et le parent met en place toutes les démarches et de toute façon, Naouri disait, un enfant c'est comme du ciment frais, tout ce qui va tomber dessus va laisser une trace. Sauf que je dis tout le temps, mais si on enlève rapidement la trace, ça va vite être nettoyé. Si effectivement l'enfant est en mesure de sentir qu'il est reconnu par ses parents, il n'y aura aucun souci. Un climat de confiance mais, de la famille. Tout à l'heure, quand vous parliez de la musique, il y a quelqu'un qui disait, la musique, ce ne sont pas les sons, mais le silence entre les sons. Et quand vous disiez tout à l'heure que des gens vous regardaient comme ça veut dire qu'à la limite, la mélodie fait que de toute façon, c'est plus facile à pouvoir se rappeler ce qu'on a soi-même vécu. Et d'ailleurs, vous avez dit, quand j'en ai parlé avec quelqu'un, moi, j'ai envie de dire, tous les jours, depuis plus de 40 ans, j'ai 2, 3, 4 personnes qui viennent en thérapie et que la personne ne va pas reconnaître, j'ai été abusée, mais c'est au décours de répercussions, de choses ou de mots dans le corps et dans la tête qu'on va voir les choses. Mais pourquoi l'enfant ne va pas pouvoir dire à ses parents? Et maintenant, je vais faire introduire une notion psychanalytique importante. Parce que la plupart du temps, dans le regard que l'enfant va instaurer avec son parent, l'enfant va sentir et ressentir qu'il y a quelque chose qui fait que la personne elle-même n'est pas en mesure de répondre à ce qui a été vécu. Et par expérience, je peux dire que toutes les fois où on a fait revenir, même si c'est 5 ans, 10 ans après, la maman ou le père, il y avait quelque chose qui avait déjà été vécu. Et sur toute l'histoire de la mémoire transgénérationnelle et des liens transgénérationnels. Vécu même au niveau des parents. Mais bien évidemment, bien évidemment. J'ai envie de dire, quand on vit chez sa famille, la maman ou la sœur, et qu'on n'arrive pas à en parler à la personne, mais la personne sait ce qui se passe. Et moi, j'ai travaillé 30 ans en institution. Je voyais des mamans à l'époque. Heureusement que la loi a changé. Mais à l'époque, les mamans disaient « Mais pas vrai rien, on pas vrai rien ». Et au niveau du tribunal, la loi signifiait à ce moment-là que ce n'est pas possible que le parent, le parent est dans une relation étroite avec son enfant, qu'il ne puisse pas voir. Quand des parents même me disaient de toute façon « Vous savez, je ne suis pas psy, mais je vois ». Je dis « Toutes les mamans sont psy ». Parce que c'est le fruit de vos entrailles. Vous êtes en mesure de reconnaître à travers le regard de votre enfant. L'enfant baisse les yeux ou est dans un déni ou apprend moins bien ses leçons ou même travaille mieux à l'école. Ça veut dire aussi qu'il a fait un échappatoire, il a trouvé une compensation. Tous les signes cliniques qu'on pourra mettre en avant, mais si on est dans une structure familiale cohérente, ça va passer. Mais si justement ce que la personne vit, la victime vit, réactive dans le cerveau du parent quelque chose, et bien à ce moment-là, il est complètement démuni. Alors, est-ce que vous l'entendez ça quand Madame Ugère nous dit, Madame Ugère, vous l'avez dit tout à l'heure là, j'ai besoin de ma sœur. Moi, j'ai besoin de ma sœur. Quand vous arrivez, avant qu'on passe la partie peut-être psychologue, essayer de comprendre, comment vous l'expliquez ça, Madame Ugère? Comment tu l'expliques ça, que malgré le fait que tu t'es pas senti épaulée, tu n'as pas eu ce climat de confiance pour en parler, tu te sens peut-être trahi par cette sœur, mais tu dis quand même c'est fort ça, tu dis quand même j'ai besoin de ma sœur. Oui, si, j'ai besoin d'elle.
Je ne sais pas pourquoi, mais... Je peux donner un semblant d'explication. Pour moi, c'est comme si elle voyait tout, mais elle ne faisait rien. Et ça, j'ai besoin d'elle. Besoin Elle d'elle me dit pourquoi elle n'a rien fait. Pour se reconstruire. Pourquoi elle n'a rien fait? Pourquoi jusqu'à toutes les émissions que j'ai pu faire? Et d'ailleurs, l'émission que j'ai faite sur Guadeloupe, la première, il y a un frère qui m'a appelé le lendemain qui m'a dit que mon petit frère qui est à la maison avec ma soeur est venu lui dire que quand ma soeur a vu qu'on a montré au titre ma photo, enfin, me voir comme ça, là, eh bien, ma soeur a été à la télé. Et mon petit frère n'a pas pu voir la télé, ni la fille de ma soeur qui est dans la maison. Ma soeur a dit qu'elle ne veut pas voir ça. Elle a été. Alors, la blablateuse nous a fait découvrir au niveau du Cameroun, hein, c'est ça, on a dit les facteurs familiales protégés envers et contre tous, banalisation des violences faites aux femmes. Dans le cas, par exemple, de Madame Ugère, comment on peut l'expliquer, ça, finalement? On éteint la télé, est-ce que c'est toujours de la peur, même des années après? Est-ce que c'est trop difficile? Madame Ugère a bien signifié au début de son histoire, parce qu'il faut prendre en compte tous les éléments. D'accord. Et j'ai envie de dire, autant d'inceste, autant de personnes, autant d'inceste. Quand elle avait 7 ans, ses parents l'ont confiée à sa sœur. Sa sœur est devenue à ce moment-là le substitut parental dans lequel elle va avoir confiance. Donc, et cette confiance s'est effondrée, mais dans le cerveau de quand on a été bafoué comme ça, j'ai envie de dire, dans le cerveau émotionnel n'a pas d'âge. Donc elle est toujours, quel que soit son âge réel, la petite fille qui attend réparation du passé. Donc elle est en attente de la réparation du passé que sa sœur ne peut pas lui donner. Sa sœur ne peut pas lui donner cette réparation. C'est dur ça d'entendre pour une victime. Finalement, on attend cette réparation, on attend ce contact, finalement, ne serait-ce qu'un contact, un appel, je t'ai vu. Finalement, c'est dur ça pour les victimes de se dire... Est-ce que c'est dur? Pour une victime de se dire peut-être qu'il n'y aura pas ce Alors, après, si on prend le phénomène de réparation au premier degré, moi c'est quelque chose que je dis tout le temps aux gens, hein, hier est déjà passé et demain n'est pas encore là. Mais aujourd'hui est là. Et quand les gens disent je suis en colère contre mes parents, mais je dis mais là de toute façon vous ne pourrez pas réparer le passé. Par contre vous pourrez vous construire quelque chose à partir de cela parce que vous méritez aujourd'hui d'être reconnu, parce que dans ce scénario vous êtes une victime, mais si on reste une victime toute sa vie, l'autre en face n'a pas les moyens de vous réparer. Alors si on se dit j'attends réparation de ma soeur ou de ma mère ou de mon père, mais que la personne n'est pas en mesure de vous sécuriser. Parce que peut-être qu'aussi, elle, j'ai envie de dire, dans cette situation, quand elle était, elle savait que son mari abusait de vous, elle était aussi une victime. Parce que quelque part, elle se... Alors, je vais plus loin, je ne reste pas au niveau... Ça voulait dire aussi pour elle que son mari préfère avoir une relation sexuelle avec sa petite sœur plutôt qu'avec elle. Il se joue aussi des tas de choses. Alors, on peut regarder les choses au premier degré, mais c'est tout l'objet du travail thérapeutique, de permettre aux gens de faire remonter les choses et de donner du sens à ce qu'on a vécu et aussi du sens à ce qui n'a pas été bien et qui n'a pas évolué. Maître Stéphanie, justement, oui, je voulais réagir parce que vous avez aussi des cas. Vous n'avez pas de réponse en qualité de victime parce que la personne elle-même qui ne dénonce pas a elle-même peut-être quelquefois vécu quelque chose aussi. Parce qu'on voit quelquefois dans certains schémas, dans certaines familles, un renouvellement. Voilà. Intergénérationnel. Je dis pas que c'est ça, voilà. Et le fait que certaines générations aient décidé de ne pas dévoiler ce qu'elles ont vécu, elles développent. C'est vrai que je pense que Madame ici présente aura plus les mots pour dire que les mécanismes psychologiques qu'elles mettent en place pour faire un déni de ce qu'elles ont vécu. Donc quand dans leur famille, il se reproduit un acte qui, quelque part, dévoile finalement ce qu'elles-mêmes ont vécu et qu'elles ont, en tout cas, qu'elles ont caché pendant des années, qu'elles ont clôturé, eh bien c'est compliqué pour elles. C'est compliqué parce que elles-mêmes, sans doute, elles n'ont pas été entendues
en qualité de victime. Donc elles ont développé des mécanismes de défense où il y a un déni par rapport à ce qu'elles ont vécu. Et le fait qu'il y ait à nouveau ce même type, cette confrontation par rapport à la réalité qu'elles ont voulu camoufler, eh bien c'est difficile pour elles. C'est difficile, ça peut même les déconstruire. Enfin, ça peut être compliqué pour elles de revivre. C'est ce que je disais à mi-mot, parce qu'il ne faut quand même pas générer trop de souffrance chez les gens, mais c'est clair que si un parent est en mesure de se dire ce que mon enfant ou un membre de ma famille me dit me permet de pouvoir l'aider, je vais l'aider. Mais si je me sens dans l'incapacité psychique de l'aider, c'est que quelquefois, et bon, l'expérience prouve quand on est un spécialiste depuis longtemps, que j'ai envie de dire 98% des cas que j'ai pu voir, quand le parent n'a pas pu aider son enfant, c'est que ça a réactivé quelque chose qui faisait que la personne elle-même, elle est restée pétrifiée par rapport à ça, parce que ça génère trop de douleur, alors que jusque-là, elle avait mieux voile dessus. Mais j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'il est arrivé, il y a eu des cas où les victimes ont porté plainte justement contre les personnes qui n'ont pas agi et qui étaient au courant? Tout à fait. Parce que là, on n'arrête pas d'en parler de gens qui étaient au courant, qui n'ont rien dit. Est-ce que les victimes ont moyen aussi de se retourner contre ces gens-là? C'est non-assistance, je ne sais pas si non-dénonciation de crime. Ça s'appelle non-dénonciation de crime. Et quelquefois, ce ne sont pas les victimes, parce que quand elles sont mineures, effectivement, elles sont prises en charge. Mais c'est dans le cadre de l'instruction. Voilà, qu'il est fait état ou qu'on dévoile le fait que l'autre parent était informé, mais qu'il n'a pas dénoncé. Et dans ce cas-là, il peut également être mis en cause dans le cadre de l'instruction ou de l'enquête pour non-dénonciation de crime. Donc c'est important effectivement de le signaler, parce qu'on a des dossiers justement qui vont jusqu'aux assises, où vous avez la maman qui n'a pas dénoncé, mais qui se fait également condamner. Et il y a de la prison ferme. Mais je sais qu'on est en cours de temps, mais c'est important parce que les victimes qui passent à l'acte, il faut qu'elles comprennent comment ça se passe. Moi, j'aurais aimé que clairement vous puissiez expliquer, voilà, une femme qui a envie de parler, parce que peut-être qu'il y en aura ce soir qui vont avoir envie d'aller porter plainte, d'aller dénoncer. Le parcours, c'est quoi? Combien de temps aussi? Parce qu'il y a beaucoup on va dire, on dit beaucoup souvent qu'il y a une lenteur au niveau judiciaire. On n'a pas forcément envie d'instruire une affaire et tout ça, et que ça dure des années avant qu'on puisse passer à... Votre question est très importante, de la lenteur de la justice, mais il faut voir les deux aspects de la justice. Vous avez la parole de la victime, mais il faut aussi voir la personne mise en cause, elle a également des droits de la défense. Et c'est aussi la confrontation entre les deux aspects, c'est-à-dire la parole de la victime qui, une fois qu'elle a porté plainte, une fois qu'elle a passé ce pas, ou alors qu'elle a révélé les faits dans un contexte. Parce qu'effectivement, une mineure, elle peut révéler les faits dans un contexte scolaire, dans un contexte associatif, et c'est les responsables notamment des établissements scolaires qui relaient et qui font des signalements aux différentes institutions. Quand la plainte est enregistrée, il y a toute une enquête qui est mise en place. Normalement, elle est dirigée vers l'unité médico-judiciaire qui fera les constatations si, par exemple, on est dans une situation de flagrance, qui va aussi la faire voir par un psychologue. Et la psychologue, effectivement, va entendre un petit peu son parcours, elle va analyser les traumatismes. Et puis, c'est en fonction de ces éléments qu'on verra aussi s'il y a une cohérence. Cohérence entre ses déclarations et cohérence entre ce qu'elle déclare aussi devant le psychologue. Et une fois qu'on sera ça, on va confronter cette plainte avec les témoins éventuels, s'il y en a. Avec aussi le contexte du voisinage pour voir effectivement si des personnes ont pu constater un certain nombre d'éléments et que l'on va confronter avec l'audition du mis en cause. Et lui, le mis en cause va se défendre comme il peut, et c'est tous ces éléments-là qui font qu'on a une lenteur, ce que vous indiquez, comme étant une lenteur de la justice, parce qu'il y a différentes orientations. Soit c'est envoyé devant le tribunal correctionnel rapidement, parce qu'on estime que tout est établi, si il avoue l'auteur, ou alors si on oriente vers une partie plus criminelle, donc ça sera renvoyé devant le juge d'instruction. Et là, le juge d'instruction, il fera différentes investigations, il fera des fois aussi une confrontation, notamment si le mis en cause conteste les faits. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là, c'est pour ça que ça prend du temps. Justement, c'était la question avant de donner la parole au parolier sur le Camo. Est-ce qu'il y a des auteurs qui avouent? Il y en a qui sont souvent des victimes, mais les auteurs. Est-ce qu'il y en a qui avouent? Il y en a qui contestent. Vous avez différents types de profils. Il y en a qui avouent,
parce qu'on a l'impression, pour certains auteurs, quelque part, c'est aussi libératoire. Enfin, c'est quelques-uns. Non, mais ils abusent d'eux-mêmes, ils vont dire ils attendent toujours, on est d'accord. Toujours, dans les cas, je n'ai pas vu d'autres cas où ils vont se dénoncer tout seuls. C'est très rare. C'est dans un cas où, par exemple, la victime est sincère et tout est cohérent. Et comme ils sont placés face à cette réalité, eh bien oui, ils avouent. Dans certains cas. Dans d'autres cas, ils contestent. Ils contestent en laissant entendre que la victime raconte n'importe quoi, qu'elle a un objectif financier, qui jalouse. C'est souvent le cas. Pas souvent, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Il a nié. Et puis, il a nié jusqu'au bout. Oui, il a nié. J'avais une question. J'ai tout le monde aussi à la maison. Il a nié. Oui, il a dit que c'est pas vrai que je mens, que je suis une folle et tout ça. Alors que l'enfant, si vous voyez, tout le monde le voit déjà. Oui, parce que dans la psychopathologie du comportement de l'abuseur, il ne peut pas aller se dénoncer, puisqu'il est dans une pathologie de fonctionnement où finalement, tout ce qu'il va mettre en place est caché. Et d'autant plus que, quand vous parliez tout à l'heure de la lenteur de la justice, je me souviens de plein de cas où finalement, bien sûr, même s'il y a une plainte qui a été déposée, mais la thérapie aussi de la victime peut être difficile, parce que la personne, tantôt, va être une victime, tantôt un bourreau. Tantôt, elle va dire « Ouais, mais j'ai pas envie de faire ça à mon papa. » Et surtout que quand il peut y avoir, ça c'est des situations qu'on a souvent vues, la pression de la maman qui dit « Mais tu te rends compte, il n'y avait que ton papa qui travaillait à la maison, et que de toute façon, comment je vais faire pour nourrir tes frères et sœurs, et tu te rends compte de ce que ça va faire à toute la famille, etc. » Donc, il y a... Alors, les thérapies se font vraiment au coup par coup. Et effectivement, il faut véritablement rester dans son rôle de thérapeute, parce que tantôt la personne va arriver en disant « Ah oui, aujourd'hui, je veux absolument que la personne soit dénoncée parce que c'est un bourreau, il n'aurait pas dû me faire ça. » À un autre moment, il y a toute une espèce de culpabilité qui va rentrer en compte, d'autant plus que le bourreau lui-même n'a jamais culpabilisé devant la personne. Et donc, ça va entraîner quelque chose dans le cerveau de la petite fille où elle va se dire, mais est-ce que finalement, ce que je pense que j'ai vécu, je l'ai bien vécu? On va même arriver à ça parce que il va tellement avoir une emprise sur la victime qu'elle va se dire, j'ai bien envie d'aller dire ça à ma soeur ou à ma mère, mais est-ce qu'on va me croire? Et j'ai pas de preuve parce que il y a l'histoire où la petite fille, c'est que l'adulte est quelqu'un qui est là, qui est responsable et sécurisant. Donc, comment je vais aller dénoncer que la personne qui est là pour me sécuriser est la personne qui m'a utilisé? Donc, il se joue tellement de choses là-dedans que c'est pas facile. Ça peut mettre bien des années. Même, on le remarque, même 1h30 n'est pas suffisant pour aborder, tous les trucs. On va passer en d'autres mots et puis après on va donner la parole à chacun des invités pour le mot de la fin et surtout le message derrière. On t'écoute, le parole. Qu'est-ce qu'une heure? Qu'est-ce qu'une heure en face? Mais non, c'est pas depuis une cinquantaine d'années. On n'a pas le temps de dire tout. C'est ça. Et puis, c'est vrai que l'émission, elle est difficile par rapport au sujet qui a été évoqué. Mais j'ai quand même envie, parce que bon, c'est aussi mon rôle de mettre le bémol. Donc j'ai une pensée pour tous les parents, tous les papas, et j'en connais, et aussi certaines mamans qui ont été accusées à tort d'inceste, parce que c'est ça aussi, hein, parce que c'est tellement une marque indélébile que certains en profitent aussi pour salir les autres avec. Donc il faut qu'on fasse aussi attention à la manipulation avec les enfants lorsqu'on veut les garder dans nos conflits avec les pères ou les mères. Parce que ces petits mondes-là, normalement, il ne faut pas mélanger dans ça. Par rapport à tout ce que vous avez dit, tout ce qui a été émis, et puis par rapport aussi à mon ressenti, parce que même si on l'a en tant que chroniqueur, et moi aussi en vivre des bidins, et là on a une chance de pas marquer des pédis, ou qu'à exorciser, ou qu'à parler bamoun aussi, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas souffert et que ça n'a pas fait un hack, quoi. En mort tout pendant qu'on prend en vivant. En disant moi déjà qu'à pourri sans même manier en déro. Et chaque caresse me blesse, chaque baiser de me saigner. Quelle est donc cette diablerie qui a fait de parents un porc? En mort tout pendant qu'on prend en vivant. En disant moi déjà qu'à pourri sans même manier en déro.
et nos regards se croisent. Tu fuis mes yeux et me toises, feignant de ne rien entendre, rien comprendre. Tu as abandonné ta propre chair pour servir de serpillière, comme si le silence effaçait la honte. J'ai essayé d'oublier, mais deux entités en moi s'opposent. Un abus de pouvoir, d'autorité qui trahit une faiblesse, mais pas la mienne, plutôt la sienne. Un secret de famille controversé, conservé, comme si ma honte était un simulacre. Mes envies de suicide, mon univers cloaque, une ultime tentative de me faire remarquer. Belle voix dit, grand parade pour réputation inventée. Fait mon koué, yo c'est les picarés. Et pendant si yo malade en tête sans saver. Des grands hommes qui paient papi à des petits mouns, mais qu'à garder yo qu'on grand monde. Et au proposer téléphone, et au parler des chaillés. Et au qu'à plairer penao. Et au qu'à plairer penao, tout pendant qu'on essaye accaparer et au menti si tout pite là qu'on mal verra. Et femme a raison si ti famille aille. Sans un moment, mandé qu'à ti moun la ka vivre. Quelqu'un a ressenti. Voyez trahir par propre marraine à papaye. Grand seyaï ou encore maman. En bonne vira qui s'aligne mon petit moun est foulé consi pâté à hack. Pas mal parlé, encore mal parlé. Ça en cas dit, c'est Mouma qui a si ça qui j'ai fait, ça qui qu'a fait. Certains pensent à tort en regardant autrui. L'apparence est souvent trompeuse car mirage. Une vivante en apparence, morte au plus profond de son existence. Sédatée, sans être réparée. Alors que je désire parler et héler. Mais envers tout le monde voit moins. Envers tout le monde voit moins et tant de moins. Parce que la honte est ton fardeau et l'avenir ma seconde peau. En mort tout pendant qu'on pendant vivant. En disant, en moins déjà qu'à pourrir sans même en y en déo. Très prenant. Vous avez trouvé ça comment sur le tableau? Magnifique. Très bon. Madame Gère? C'est fort. C'est très fort. C'est moi. C'est moi. Tout ce qu'il a dit, c'est moi. Ça me fait mal parce que même encore à la fin de cette émission, on sent la colère et la tristesse de Madame Gère. Alizima, comment on peut aider? Qui pourra m'aider? Comment on peut Eh aider? bien, oui, mais il y a des gens qui sont là pour aider. Alors, et puis, heureusement, c'est Mais je vois des psychiatres, il y aura des psychiatres. Oui, mais détresse comme ça fait mal. Alors, oui, mais concrètement, derrière chaque fonction, je dis, il y a une personne. Hein. On aurait dit qu'il manque quelque chose. Je sais pas. Mais moi, il j'ai- aide plus. Moi, Il je. aide plus poussé. Ou pas là pour hack, hein. Ou pas te connaître madame là qui là. Prends qu'à ta madame là. Madame, j'ai parlé bon, 2-3 fois, c'est que vous autant. C'est ça. Jacques a... Bah, Oui, j'entends pas. D'accord. J'entendais. Parce que ça, chaque maladie, les médicaments. Avant ça, c'est-à-dire, j'allais là. Mais avant ça, on a toujours ni psychologue, psychiatre. Mais on pas ni plus. Et peut-être un besoin plus. C'est pourquoi on a dit pourquoi on a pleuré jusqu'à là, on a 64 ans. Ça fait moi 12 ans. On a 64 ans, mais on a senti qu'on dirait toujours même côté là. C'est qu'on dirait, on n'a pas qu'à avancer. En bouser, sortir. C'est pourquoi on a vu dans la télé qu'on s'en caille tout partout. On a cherché, là. On a cherché un bitin, pas trouvé. On a cherché, il m'a pas trouvé. Quand on dit en bousin, c'est m'a pas trouvé. Maman, moi, mort. Maman, moi, j'ai mort. On pas dit maman, moi, pas m'en pardon. Maman, moi, dit, moi, retirez plainte, là, fait contre beau frère, moi, là. Il prend terre, couvert ça, couvert petit monde là. Quand on est là. Et maman, moi, j'ai mort. C'est moi qui ai arrêté. C'est moi qui ne veut pas écouter. Il ne veut pas. Et tout ça, on sortit de là. Quand déchiré, tout en dit d'homme. On dit dans moi pourri. Vous sortez dit. On dit dans moi pourri. On lave les autres là, on a tout fait. On a tout fait. On peut dire, il a manqué de sortir là. On a tout fait. On a pas de médicaments. Pour quoi? Pour ça. Pour ça, on est petit monde à la avec moi. Comment dire, qui temps?
C'est là que bon. C'est là que bon. Faut dire, on vite, on voit là, là, c'est ça qui a fait en télé là. Faut pas rendre vous compte, hein, mais on ouvre porte pour l'homme. Merci. Et vous savez, des fois, dans le parcours de vie en nous, nous quand on veut nous placer dans des chimères qui ne pas qu'à comprendre. Mais chimères là, ça si nous assis, c'est pour une raison. Et des fois, il faut malheureusement des souffrances passées en dedans nous. D'avoir nous plus force que certains d'autres mondes et ça a servi pour aider les autres. Malheureusement, c'est pour ça que on peut comprendre des traits ça, mais à un moment donné aussi, faut accepter que c'est Missier qui pour honte et pas vous. Il faut accepter que vous sommes victimes ou pas en bourreau. Il faut accepter que vous devez être envie de vivre et qu'il faut revivre. Parce que on t'a dit une fois. Vous sont belle madame. En passant les fois sentis. Merci beaucoup, monsieur. En passant les fois sentis et en peine sans dégâts. En passant 6 fois sentis, on dit on vient pas oublier. On te laisse reprendre un peu tes sens. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Rachel, je t'ai senti très... on va faire un petit tour de table. On redescend un peu. Et surtout, en fin d'émission comme ça, on essaie d'avoir un message d'espoir et un message fort, comme l'a initié, le parolier Eros. Oui. C'est Eros. Oui, Rachel. Très touchée, hein? Ouais. Même moi, ça. Je vais laisser la parole. Ok. Madame Isimac? Oui. Alors... Le travail de reconstruction est possible, c'est de permettre à la personne de réaliser que c'est quelque chose qui lui est arrivé dans sa vie, mais ce n'est pas ce qui l'identifie. Donc, tout le travail que personnellement je fais avec ces personnes, c'est leur permettre de retrouver de l'estime d'eux-mêmes, qu'avant cette histoire, ils existaient, ils avaient le droit, j'insiste beaucoup sur le droit, d'exister, parce que, et je dis, dans l'histoire du pardon, pardonner à l'autre, c'est me pardonner à moi. C'est l'autre qui a commis un impair, mais c'est moi qui me balade avec la fiole de poison. C'est vous qui êtes mal. Donc, c'est permettre à la personne de réaliser, parce que le pardon enferme, le non-pardon enferme. C'est de pouvoir arriver à accepter l'idée que, au-delà de ça, je suis une personne et je peux me reconstruire moi, mais je ne peux pas et je ne dois pas attendre sur les autres, ni par exemple ni sur votre sœur. Elle-même, elle est emprisonnée dans un scénario où elle-même, à la limite, j'ai envie de dire, elle n'existe pas plus que vous. Si je peux m'exprimer ainsi. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est permettre à la personne de pouvoir réaliser qu'elle est une valeur et qu'elle a de la valeur. Donc de chercher, d'aider la personne à trouver en elle suffisamment de force pour se dire, soit je suis vivante, soit je suis morte. Mais si j'accepte l'idée tout simplement de me dire, je suis morte à l'intérieur de moi, à ce moment-là, on n'est que souffrance. Or, votre vie ne se résume pas à ce que la personne vous a fait. Votre vie se résume à d'autres choses dans votre vie que vous devez mettre en avant, de pouvoir faire des choses par vous-même pour pouvoir exister et faire ressurgir chez vous ce qu'on appelle les hormones du bien-être, la sérotonine, la dopamine. C'est dans l'action. Il faut qu'elle continue les thérapies, qu'elle change de thérapie, parce qu'elle le dit, ça fait un moment qu'elle y est, elle ne trouve pas de solution. Qu'est-ce que vous lui conseillez, Madame Isimac, de changer de spécialiste? Personnellement, moi, je travaille toujours que du bouche à oreille et je pars du principe que quand une personne vient en thérapie, il faut au moment où elle arrive dans la thérapie, qu'elle sente que finalement, elle ne vient pas simplement pour dire, mais elle vient pour être reconnue et pour, à la limite, se guérir des maux qu'elle avait, des maux MAUX ou des maux physiques. Or, si on dit, on va dans une thérapie et j'y vais, mais je sors comme je suis rentrée, et à un moment donné, il faut pouvoir se dire que peut-être que le thérapeute ne me convient pas, ou peut-être que, ou peut-être que ça peut réactiver chez le thérapeute des choses qui font que de toute façon, la personne n'est pas prête, ou bien il faut, moi je dis, il faut changer un système qui ne fonctionne pas dans notre vie de tous les jours. Au niveau légal,
on a fait un point tout à l'heure là, en quelques mots, pour rassurer les victimes, leur dire que vous êtes entendus. On a entendu dans même le témoignage de Mme Ugère, on ne m'entend pas, je ne suis pas entendue. Donc même si ça ne se passe pas au niveau du cercle familial, mais être entendu au niveau de la justice. Allez-y, Madame. Ce que je dis souvent aux victimes, lorsqu'on arrive au terme de la procédure, je leur dis souvent, tu as été forte et tu es la plus forte. Parce que tu étais petite quand tu as vécu ça, tu n'avais pas toutes les armes pour te défendre, et malgré le fait que tu aies été petite, tu es assez courageuse maintenant pour lui dire non. Pour lui dire non. Et justement, aller en justice, c'est un moyen pour toi de lui dire non. Tu n'avais pas le droit. Et je crois que c'est ça le message que je vais dire aussi à madame ici présente, parce que je sens ce qu'elle ressent. Elle est forte. Et le fait même qu'elle ait le courage aujourd'hui, mais quel que soit l'âge, elle a le courage de dire non à ce qu'elle a vécu. Je n'accepte pas. Oui, mais c'est un courage. Et je pense qu'elle transmet du courage aussi, sans doute, à d'autres personnes qui peut-être se sentaient muselées. Mais c'est aussi ça, quelque part, c'est qu'elle donne le courage aussi peut-être à d'autres victimes de dire non. Et c'est important. Et au niveau de la justice, c'est le rôle aussi, nous, de les accompagner pour qu'elles puissent réussir à dire ce non, parce que c'est important pour elles. J'en rencontre après qui essaient de se reconstruire, parce que c'est important aussi au niveau de ce qu'elles ont vécu, d'arriver au terme de la procédure et de se dire, mais j'étais assez forte. J'étais assez forte pour dire qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Rachel ? Moi, j'ai envie de m'adresser aux familles qui entourent les victimes, et vraiment que ces familles-là prennent conscience elles ne sauront jamais, au grand jamais, elles ne connaîtront même pas le quart de souffrance de la victime, et qu'elle soit là pour entourer, en fait, que la sœur de madame, qu'elle réalise à un moment donné que ce qui lui fait mal, ce qui l'empêche de parler, ce n'est rien du tout par rapport à toute la souffrance endurée. Et c'est vraiment l'encadrement, qu'on arrête de faire passer les victimes pour des coupables, que vraiment, qu'il y a un déclic aussi, autant le déclic auprès des victimes qu'elles osent parler, autant le déclic auprès des familles, qu'elles réalisent vraiment que c'est destructeur. Non, mais oui. C'est destructeur. Ma famille m'a détruit. Puisque personne ne vient me voir. Personne. Tout le monde m'a laissé. Et en plus, le fait que j'ai fait ces émissions-là, on aurait dit qu'on ne veut même pas me voir. Si on pouvait me tuer, on l'aurait fait. Il faut vraiment qu'elles comprennent que finalement, c'est le seul et l'unique recours, au final, de s'exprimer par d'autres voies. Et que si ça avait été réglé en interne, voilà, on n'en serait pas là aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Rachel, pour ça. Madame Ugère, on vous laisse... Oui. Il y a un appel, il y a un message que vous avez envie de faire passer. Moi, je dis à toutes les personnes qui me regardent, toutes les victimes du monde entier, de se libérer, de parler. Parce que depuis que j'ai commencé à parler, faire des émissions télévisées, en radio aussi, je me sens mieux. Mais c'est vrai que le mal est toujours là et ça ne va jamais partir parce que mon fils est là et à vie. Ça, c'est ça mon mot. Vous le dites souvent, ça. Mon fils est là et à vie. Parce que je me dis que s'il n'y avait pas mon fils, peut-être que je serais mieux. Mais je vois mon fils tous les jours. C'est pour vous, c'est une preuve vivante. La preuve, elle est là. Et en justice, j'ai été en justice. On m'a dit que j'ai parlé trop tard. L'enfant est là. J'ai parlé tout tard et puis c'est terminé. Mais je souviens une souffrance à mort toute ma vie. L'enfant est là, on ne peut pas tuer. Il a quel âge? 47 ans. Et comment elle vit ça, lui? Bon, elle vit, ça va, il a trouvé une femme, il s'est marié, il est là et il m'encourage. Quand j'ai été en justice, tout le temps, il était avec moi. Tous les courriers que j'ai pu envoyer, il était avec moi, il est toujours avec moi. Et quand j'ai fait l'émission alors, justement, j'ai fait une émission avant celle-là, ici même. Et quand je suis arrivée chez moi après l'émission, mon fils m'a appelé et il m'a dit, maman, comment ça s'est passé? Mais il a regardé à la télé, il m'a dit, comment ça s'est passé? J'ai dit, très bien. Et puis il m'a dit, maman, tu es une star. Maman, tu es une star. On est resté, écoutez bien, hein, on est resté près de 20 minutes à rire. Alors, un rire, mais dépassé. Libérateur. Libérateur même. C'est-à-dire, il était content
Et moi aussi. C'est comme si on était comme dans une lutte, quoi. À rire. On n'arrêtait pas. Et il a toujours été avec moi. Il a fait un courrier pour le procureur. Il a tout fait. Il a même fait des analyses de sang, tests d'ADN envoyés en métropole, tout. Mais je m'arrête là. Parce que mon dossier, la justice m'a donné raison, mais ce sont les avocats. Parce que mon beau-frère était avec les avocats. Et il leur donnait tout. Et je sais tout. Je ne parle pas plus. Mais mon dossier est à la maison. Je dis qu'un jour, je pense qu'il y aura une âme sensible qui sera vraiment touchée dans sa chair, qui va peut-être prendre mon dossier et qui trouvera les failles que les avocats ont laissées. Parce que je vous ai dit que j'ai eu un avocat qui a eu l'aide juridictionnelle et qui n'a rien fait pour moi. Rien fait. Et j'ai la lettre du tribunal qui dit que je pourrais en civil demander des dommages et intérêts et je l'ai fait. Et j'ai eu l'aide de l'État. Tout, mais l'avocat n'a rien fait. Et les autres avocats ont suivi. Comme vous dites, tout mon dossier est là, je ne mens pas. Si vous voulez, j'amène le dossier, je l'ouvre devant tout le monde, je fais tout le monde voir et on va trouver la faille. Parce que moi, c'est comme si une injustice. Il y a une injustice là, parce que la justice m'a donné raison. Mais c'est comme, comment on dit ça, comme la dame avait dit l'autre fois, c'est un crime sans cadavre. Voilà. Je suis victime, mais on aurait dit c'est moi qui suis coupable. Vous voulez voir votre soeur, pourquoi? Pour lui, vous avez envie de la serrer dans vos bras? Vous avez envie de... Non, pas la serrer dans mes bras. C'est elle qui doit me parler. Okay, j'ai envie. Je suis là, mais je l'écoute. Je veux l'entendre. Alors, n'oubliez pas ce que vous a dit la dame. Je veux l'entendre, ma soeur. C'est pas que je veux la serrer. Je veux qu'elle vienne vers moi, mais c'est à elle de me parler. Et vous vous en voulez toujours? Comment? Vous vous en voulez toujours? Si j'en veux à ma soeur? Non, à vous. Non, je ne m'en veux pas. Eh bien, pourquoi est-ce que... Je ne m'en veux pas, mais je ne m'en veux pas, moi. C'est elle qui doit venir vers moi. Bon, j'ai posé cette question pour madame. Maintenant, j'arrête de poser des questions parce que je ne suis pas psychiatre. Peut-être que je n'ai pas bien compris votre question. Non, ne vous inquiétez pas. Peut-être que je n'ai pas bien compris, mais ce que je non, veux vous dire... c'est pas à vous que je m'adressais, je m'adressais... Ah, d'accord. Oui, vous disiez. Non, je disais que j'ai posé cette question, que vous avez entendu ce que j'ai dit, et elle sera plus apte que moi à pouvoir vous parler par rapport à ça. Oui, peut-être. Oui, parce que... La reconstruction. On sent bien que la reconstruction, elle n'est pas encore achevée, et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre beaucoup de temps, on l'a vu, aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan également judiciaire. En tout cas, merci à vous tous d'être présents. C'est un sujet très sensible, très dur. En 1h30, on ne peut pas tout aborder. En tout cas, on a essayé. On rappelle, Madame Ugère, vous avez une cagnotte Litchi qui est actuellement en place, vous teniez à le dire, qui va permettre de financer. Parce que j'ai besoin de faire mon livre. Voilà, et j'ai besoin d'aide financière. Une autre forme de libération. D'aide financière pour que les gens puissent m'aider, parce que j'ai besoin de faire mon livre, parce que j'ai plein là de ce qui s'est passé chez ma soeur. Alors, vous pouvez suivre Madame Ugère sur les réseaux sociaux et sa cagnotte Litchi est sur son réseau social, hein, sur Facebook, c'est ça? Oui, c'est sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux. Oui, et que si les gens peuvent m'aider, sur les gens qui ont été touchés par votre histoire. Je suis sûre qu'il y a plus d'une personne touchée par votre histoire. Merci infiniment, merci pour votre courage. On vous souhaite, je pense que tout le monde sur le plateau s'unit à moi pour souhaiter à Madame Ugère un cheminement rempli de guérison, de reconstruction, c'est nécessaire. Mizimac nous l'a dit, c'est possible à tout âge. Il faut s'approcher à cela. Merci Madame Maître Stéphanie Victoire d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup Rachel, merci le parolier, merci la blablateuse, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. J'espère du fond du cœur en tout cas que cette émission aura permis de parler, de libérer la parole, même si on ne peut pas tout dire, de libérer la parole, d'être peut-être un déclic, Rachel l'a dit, pour d'autres personnes, des personnes qui nous entendraient. Gêne à voter comme à traiter, n'est jamais trop tard pour libérer la parole. Comme Madame Ugère dit, des prisonniers habitants font à chez eux qui viennent sortir, libérer la parole. On va terminer avec la chanson Ma Petite. On
peut l'écouter pour terminer cette émission? Bien sûr. Super. Merci beaucoup, Rachel. Je tiens à remercier mes partenaires du jour, Joanie Séné au maquillage. Merci infiniment. Et la robe super élégante, comme toujours. Je fais un petit tour parce que c'est ça aussi, avoir les partenaires qui nous soutiennent et qui mettent en avant nos créateurs. Oui, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Merci infiniment. Daniel Garriga, merci infiniment. Et on va terminer avec ma petite. On fait ça? Oui. Merci infiniment. On se retrouve la semaine prochaine, mardi, à partir de 20h30 pour une nouvelle thématique. Merci.